Bonjour et bienvenue à cette seconde séance du cours Covid-19, approche scientifique et enjeux sociétaux. Une fois de plus, je voudrais remercier Aix-Marseille Université pour nous avoir accueillis pour ce cycle de cours de l'Université populaire de Marseille, qui d'habitude est organisé et accueilli au Théâtre Toursky, organisé aussi en collaboration avec les Amis de Richard Martin, la Société des Amis de Richard Martin. Et pour cette fois-ci, pour ce cycle, étant donné les circonstances exceptionnelles, on a un amphi qui nous permet de garder une confortable distanciation physique. Étienne de Crolly vous a présenté la semaine passée les bases de virologie moléculaire, montrer comment fonctionnent des virus, comment ils peuvent s'attaquer à l'autre, comment le virus peut entrer dans la cellule de l'autre, quels sont les mécanismes et les molécules qui lui permettent de faire ça. Et il a aussi expliqué le type d'expérience qui se pratique en laboratoire pour comprendre les mécanismes d'émergence des pandémies et les mécanismes de pathogénicité des virus. La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est de retracer l'origine de ce virus mystérieux qui a émergé en janvier 2020 et qui s'est répandu dans l'ensemble de la population humaine, créant ainsi une pandémie. Alors, je vais reprendre seulement quelques éléments de l'exposé d'Étienne, qui sont vraiment les bases sur lesquelles je vais m'appuyer moi, les éléments dont j'ai besoin pour poser cette question des origines. Donc le virus coronavirus, je pense que cette figure est devenue la plus connue au monde, celle qui circule le plus. Tout le monde reconnaît instantanément aujourd'hui un coronavirus. Et donc son enveloppe est truffée de ces petites protéines roses qu'on appelle la protéine spike, spicule, et qui lui permet d'entrer dans la cellule hôte. Et c'est un virus qui appartient à la classe des virus à ARN, c'est-à-dire que la molécule jaune que vous voyez ici au milieu, c'est son génome, et son génome est composé d'un acide ribonucléique. On connaît des coronavirus depuis pas mal de temps, et jusqu'en 2002, on ne s'en préoccupe pas trop parce que c'est des virus qui provoquaient des maladies bénignes, des rhumes. Et en 2002, en 2012 et en 2019 maintenant, il y a eu 3 épisodes d'émergence d'une forme particulière de virus qui ont provoqué des pandémies et qui étaient extrêmement pathogènes. Et donc ces 3 formes-là appartiennent à une famille particulière des coronavirus, les bêta-coronavirus. Et d'où sortent-ils en fait? Ils sortent généralement d'animaux, c'est-à-dire que c'est des virus qui se transmettent par zoonose, donc un transfert d'une espèce animale non humaine à l'humain. Et ce transfert, le principal réservoir animal de ces virus, des coronavirus dans leur ensemble, c'est les chauves-souris, qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et généralement, quand il y a un transfert, ce n'est pas direct, on n'a pas démontré formellement qu'il y avait un transfert possible directement de la chauve-souris à l'humain. Par contre, on n'a pas exclu non plus cette possibilité, mais ce qu'on sait, c'est que dans plusieurs cas, le transfert s'est fait indirectement. C'est-à-dire que des chauves-souris ont contaminé d'autres animaux, et ces autres animaux ont contaminé l'humain. On qualifie donc ces autres animaux de hôtes intermédiaires. Alors une propriété particulière aussi de ces virus, c'est qu'ils ont un taux assez important de recombinaison par des mécanismes moléculaires qu'Étienne a détaillés lundi, je ne vais pas revenir dessus, mais ce mot recombinaison va intervenir dans l'ensemble de l'exposé, et donc vous vous souvenez de ce schéma qui représente en fait 2 souches virales différentes qui co-infectent un animal, ça peut être une chauve-souris qui a attrapé 2 grippes en même temps, elle n'a pas de chance, et en fait pendant la réplication du virus, donc quand le virus se reproduit à l'intérieur des cellules de la chauve-souris, si la même cellule est infectée par 2 virus différents, chacun se reproduit et occasionnellement la molécule, la protéine qui fait cette reproduction, cette réplication, la polymérase de l'ARN, va sauter d'un virus à l'autre, juste en plein milieu du travail, elle va passer d'un virus à l'autre et donc elle va faire un virus hybride, chimérique, qui aura le début du génome du virus bleu dans ce cas-là et qui se terminera par la fin du génome du virus rouge, ou occasionnellement aussi on peut avoir une recombinaison au milieu du génome parce que la RNA polymérase va commencer à répliquer sur le virus rouge, puis elle va passer sur le bleu et puis elle va repasser sur le virus rouge. Et donc on peut observer des recombinaisons dans les souches virales. Il faut aussi savoir que ces recombinaisons sont des choses qu'on pratique dans les laboratoires et on les pratique pour essayer de comprendre les mécanismes d'infection des cellules humaines ou animales, d'autres animaux par les virus. Et donc on fait des expériences où on remplace dans ce cas-ci une protéine particulière qui est la protéine spike, donc cette protéine qui est à la surface et qui permet au virus de reconnaître la cellule hôte, et on remplace une protéine spike d'un animal par
d'un virus d'un animal par une protéine spike du virus d'un autre animal. Et alors on analyse si on augmente les propriétés infectieuses ou si on les diminue. Alors ces expériences de gain de fonction, elles ont suscité, elles existent déjà depuis à peu près le début des années 2000, 2004, 2005, je pense qu'il y en avait déjà. Et il y a eu un moment de grande émotion dans la communauté des virologues en 2011 parce que c'était le moment où il y avait la grippe H5N1, grippe aviaire qui circulait. Et c'était une grippe qui avait la propriété d'être extrêmement pathogène, mais très très peu contagieuse. Donc c'est une grippe qui était contagieuse entre oiseaux. Elle se transmettait très très bien entre oiseaux et comme vous le savez, on en a beaucoup parlé dans les médias, il y a des tas d'élevages qui ont été contaminés parce que simplement un oiseau passait au-dessus de l'élevage. Il y a une oie qui déféquait sur un élevage de canards et puis les canards étaient infectés et on devait abattre l'élevage. Et il y a eu quelques cas où des éleveurs eux-mêmes, des gens qui sont en contact très proche avec les canards, ont été infectés. Donc la transmission de cette grippe aviaire était possible d'un oiseau à l'humain. Et dans ces cas-là, c'était extrêmement pathogène et en fait, la plupart de ces gens sont décédés. Mais heureusement, il n'y avait pas de transmission de ce virus de l'humain à l'humain. Et la communauté des virologues était très très attentive en fait en disant mais si ce virus mute et qu'il devient contagieux, ce sera vraiment une catastrophe et on aura une pandémie. Et en plein pendant cette période-là, il y a 2 laboratoires, un aux États-Unis et un en Hollande, qui ont mené des expériences où ils ont montré qu'en faisant 5 mutations dans le virus du H5N1, on pouvait transformer un virus qui était extrêmement pathogène et non contagieux en un virus qui conservait toute sa pathogénicité, mais qui en plus était extrêmement contagieux. Ils ont fait ces expériences sur des furets et ils montraient que dans un élevage de furets, dès le moment où on faisait ces 5 mutations, il suffisait qu'un furet éternue pour que tous ses voisins attrapent aussi cette grippe. À ce moment-là, ça a suscité un tollé dans la communauté parce qu'on a dit mais en fait vous êtes fous, vous êtes en train de créer les pathogènes qu'on est tous en train de craindre. Vous êtes en train de créer les agents qui sont susceptibles de donner des pandémies. Et donc, il y a eu un très gros débat. Le biologiste qui avait mené une de ces 2 expériences, Ron Fouchier, a dit, eh bien, j'attends avant de publier, enfin ça s'est discuté avec les revues auxquelles ils avaient envoyé leurs résultats. Une autre question aussi qui a soulevé l'attention, ce n'était pas seulement les dangers accidentels, mais le fait que si on publiait la séquence de ce virus, elle pourrait être utilisée à des mauvaises fins, notamment pour faire du bioterrorisme. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les journaux ont dit on va attendre un peu, on va mettre un embargo avant de publier ça, on va discuter. Il y a eu des discussions, des négociations, et finalement en 2012, le papier, l'article a été publié, et la séquence complète du virus aussi. Vous vous souvenez qu'Étienne nous a expliqué la fois passée qu'aujourd'hui, avec les techniques de biologie synthétique, si on dispose d'une séquence biologique complète, on peut très facilement envoyer la séquence, c'est-à-dire la succession des lettres qui est dans un fichier d'ordinateur, on peut envoyer ça à une compagnie qui fait de la synthèse d'ADN ou d'ARN et obtenir le génome, le vrai génome d'un virus qui peut ensuite être activé, infecté dans des cellules, injecté dans des cellules et faire des vrais virus qui ont la capacité de se transmettre tout seul. Donc, et Étienne vous a dit que dans le cas de SARS-CoV-2, c'est une des premières choses qui ont été faites. En un mois, il y a des laboratoires qui ont réussi, sur base de la séquence qui avait été publiée dans les journaux et qu'on trouvait dans les bases de données, à régénérer un vrai virus qu'on pouvait transmettre dans des cellules. Donc ici, évidemment, ça pose des questions de savoir si on publie ou pas des séquences qu'on a modifiées pour leur conférer une pathogénicité ou une contagiosité particulière. Suite à ça, à tous ces débats, il y a en 2014, les États-Unis, le NIH, l'Institut national de la santé, a décidé de mettre un moratoire sur le financement des expériences de gain de fonction. Donc ce n'était pas formellement interdit d'en faire, mais simplement il n'y avait plus de financement. Et comme le NIH était le principal financeur de ces expériences, ça s'est plus ou moins arrêté. Mais il y a eu ensuite pas mal de discussions, et en 2017, le NIH a décidé de reprendre le financement de ces expériences. Les discussions tournent autour de l'intérêt de mener ces expériences pour mieux comprendre les mécanismes de pathogénicité, développer des stratégies vaccinales ou thérapeutiques, et éventuellement aussi faire de la surveillance pour voir si, dans les populations de virus qui sont en train de circuler, on n'a pas quelque chose qui est en train d'acquérir progressivement les quelques mutations qui le rendront extrêmement dangereux. Donc, sur base de ces arguments-là, en fait, la communauté est assez divisée. Il y a des débats dans la communauté. Il y a des gens qui pensent que vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle et d'autres qui pensent que oui. Donc, c'est dans ce contexte-là que, somme toute, la question se pose. La question se pose de savoir si ce nouveau virus, il est réellement d'origine naturelle ou il pourrait être d'origine artificielle.
Alors, le passage de la barrière d'espèce, ça c'est aussi assez important de le savoir, c'est que finalement, ce qui fait la spécificité du virus, c'est cette fameuse protéine spike, la protéine spicule. Et vous voyez ici un dessin de sa structure tridimensionnelle. Hein, c'est un trimère, il y a 3 protéines qui se mettent ensemble et qui forment une structure symétrique. Et cette protéine, quand elle est synthétisée, elle est complètement inactive. Elle n'est pas capable d'infecter une cellule humaine. Mais il y a certaines enzymes de nos propres cellules qui peuvent découper cette protéine et en la découpant, ça l'active. Donc le clivage, on appelle ça le clivage est nécessaire à l'activation de cette protéine qui permet l'infection. Des activations par clivage sont des mécanismes très fréquents chez les êtres vivants, hein, donc ce n'est pas quelque chose de très surprenant. Mais donc dans ce cas-ci, c'est quelque chose d'assez important parce que chez l'ensemble des coronavirus, le clivage se fait par différentes molécules et ces molécules, les enzymes qui coupent la protéine spicule sont généralement des enzymes qui sont produites par nos voies respiratoires, par les cellules de nos voies respiratoires. Et donc, les coronavirus s'attaquent essentiellement aux voies respiratoires. Mais, ce qu'a montré l'équipe d'Étienne, en fait, tout au début, dès janvier, en fait, je pense que vous avez publié l'article en janvier ou en février, c'est que dans ce coronavirus-là, il y avait une particularité qui est qu'à l'endroit du clivage, il y avait eu un remplacement des séquences habituelles qui sont reconnues par l'enzyme pour le couper par une séquence tout à fait particulière qui est reconnue, une séquence de 4 acides aminés qui est reconnue par une enzyme qui s'appelle la furine. Et la furine, le problème, c'est que c'est une enzyme qui est exprimée par l'ensemble de nos cellules, par tous nos organes. Et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce virus est particulièrement virulent, parce que ça lui permet d'attaquer non seulement les voies respiratoires, il provoque un syndrome respiratoire aigu comme le SARS de 2002-2003, mais en plus il provoque aussi d'autres types de troubles comme par exemple une perte de l'olfaction, une perte du goût, des troubles cardiaques, et donc c'est pour ça qu'il a ce spectre tout à fait particulier de symptômes. Donc les molécules sont très très importantes en fait, et les petites modifications dans ces molécules peuvent provoquer des grands changements dans les pandémies. Alors ce que vous voyez sur le graphique du bas, c'est cette protéine spicule, et on a marqué ici en rouge la première partie de cette protéine qu'on va appeler S1, et en jaune la deuxième, donc S c'est le nom du gène ou l'abréviation de la protéine, et en jaune on a la seconde partie, S2. Donc initialement c'est une seule protéine, elle est coupée, et puis ces deux morceaux se réassemblent, et là le virus a la capacité d'entrer dans les cellules. Et comment il entre dans les cellules? Eh bien il se lie à une protéine qu'on a appelée le récepteur. Mais en fait, c'est un récepteur pour le virus. Dans nos cellules, c'est une enzyme qui a d'autres fonctions, mais que le virus reconnaît, il s'y lie, et puis ça lui permet d'entrer dans la cellule. Et il y a un mot aussi qu'on va utiliser ici, c'est le domaine de liaison au récepteur, donc Receptor Binding Domain, le RBD, qu'on voit ici, il est sur le sommet de la protéine, hein, donc il est sur la partie rouge. Et donc ce domaine de liaison au récepteur, c'est quelque chose qui est soumis à des contraintes évolutives tout à fait particulières. Parce que c'est les acides aminés particuliers qui sont dans ce domaine-là qui vont faire qu'il va être adapté par exemple à la protéine ACE de l'humain, ou avec quelques mutations en plus, eh bien, il ne sera plus adapté à l'humain, mais il sera adapté à par exemple des souris ou des chimpanzés, etc. Donc chaque espèce animale a des petites modifications dans sa protéine réceptrice. Et ces petites modifications-là font qu'il y ait une spécificité du virus qui s'attaque plutôt à tel animal ou plutôt à tel autre. Et les mutations vont faire qu'il va changer de spécificité et donc il va être capable de passer d'une espèce à une autre espèce. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le travail qu'on a commencé avec Étienne au mois d'avril ou mai, fin avril, début mai, où on s'est posé cette question des origines. Initialement parce qu'il y avait eu des gros débats médiatiques sur la possibilité que le virus ait été généré en laboratoire. Et en fait, moi j'ai contacté Étienne parce que les arguments qui avaient été présentés ne me semblaient pas convaincants. Et on s'est dit, on ne va pas se contenter des débats médiatiques à ce propos, regardons dans les séquences. On a la capacité de faire ça, toutes les séquences sont disponibles. On peut adopter une attitude scientifique et mettre à part tous les aspects polémiques, les aspects aussi d'enjeux, parce qu'il y a des enjeux politiques, à savoir si c'est d'origine naturelle ou de laboratoire. Quels sont les enjeux politiques? Eh bien, par exemple, pour les États qui financent de la recherche sur les virus, il y a un enjeu vraiment essentiel, sanitaire,
à décider si on met de l'argent sur les expériences de gain de fonction pour essayer de comprendre mieux les mécanismes, ou au contraire, si ces expériences sont de nature à provoquer des catastrophes, et alors il faut arrêter les expériences, et plutôt essayer de faire quelque chose de beaucoup plus de la surveillance dans les milieux naturels, etc. Donc les stratégies de financement de la recherche doivent dépendre des conclusions de cette question. Et il y a aussi eu très rapidement des enjeux politiques, parce qu'il y a eu des déclarations de Trump qui a annoncé très rapidement que en fait, ce virus sortait d'un laboratoire, il sortait du laboratoire de Wuhan, le laboratoire qui était un gros laboratoire de virologie qui est dans la ville où le virus a émergé, et que c'était un virus qui avait été bricolé dans ce laboratoire, et qu'on n'y respectait pas les normes de sécurité. Et dès le moment où il a dit ça, il y a eu une focalisation aussi de la communauté scientifique, parce que les gens ont commencé à se sentir un peu engagés dans un débat qui était à la marge des sciences et d'un positionnement politique. Donc je vous le dis parce que ça va un petit peu éclairer ce que je vais expliquer après. Et bon, quand cette question nous a un petit peu percuté, on s'est dit, on met tout ça de côté et on va voir dans les séquences. Et pour ça, on a fait appel à quelques collaborateurs, et notamment, Étienne, comme vous le savez, il est virologue. Moi, mon métier, c'est la bioinformatique, donc c'est l'analyse des séquences, c'est ma spécialité, l'analyse des génomes. Et on a fait appel à Didier Kazan, qui est un biologiste évolutif, qui est spécialisé dans l'étude de l'évolution des organismes, et donc qui a collaboré avec nous. Il y a José Alloy, qui est physicien de formation, mais qui est spécialiste de l'étude des systèmes et qui travaille sur les systèmes biologiques. Et Erwan Salar, qui a contacté Étienne tout au début de la pandémie en disant « Moi, je suis étudiant à l'École normale supérieure, je m'intéresse beaucoup à la structure des molécules et je voudrais travailler avec vous parce que vous travaillez sur le coronavirus et je voudrais me rendre utile. » Donc on a fait pendant quelques mois, pendant 2-3 mois, on a travaillé ensemble, on a analysé toutes les séquences, on a analysé les structures et puis on a résumé, enfin on a fait une revue de ce qu'on avait trouvé qui a été publié dans Médecine Science, et donc vous trouverez le lien ici, vous pouvez lire les détails de cette revue. C'est une revue qui est plutôt adressée à des biologistes ou à des médecins. Et donc ici, le but de ce cours de l'Université populaire, c'est d'expliquer la même chose, mais à des gens qui n'ont pas forcément une formation de biologiste ou de médecin. Donc je pense que je vous ai déjà dit les raisons pour lesquelles la question des origines se pose. Elle se pose à cause de ses antécédents, mais en particulier, dans ce cas-ci, il y avait des coïncidences troublantes, et notamment le fait que ce virus ait émergé dans le marché de Wuhan, qui est la ville où se trouve un laboratoire qui est spécialisé. Depuis 2002-2003, on a créé ce laboratoire et on a recruté des gens qui se sont spécialisés dans l'étude des coronavirus, et en particulier dans l'étude des coronavirus de chauve-souris et les risques de transmettre ces virus des chauves-souris à d'autres animaux et à l'espèce humaine. Donc il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'était un premier élément qui disait ça c'est quand même une coïncidence, mais la coïncidence n'est pas une démonstration de causalité, comme vous le savez. Étienne vous a expliqué aussi que ce laboratoire, non seulement il échantillonnait des chauves-souris, mais il fait aussi des expériences, et des expériences de gain de fonction, et en particulier sur la protéine Spike, qui est justement un des changements qui font que ce coronavirus est devenu particulièrement toxique pour l'humain. L'hypothèse de la contamination dans le marché a été fortement remise en cause. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui pense réellement que ce virus est sorti du marché par la consommation de pangolins. On va revenir là-dessus après. Et donc, oui, il y avait les affirmations sur les manipulations génétiques qu'on va analyser en détail. Et donc, la question, c'est comment distinguer le vrai du faux. Et c'est pour ça qu'on va regarder dans les données elles-mêmes. Alors, donc, les hypothèses qu'on va analyser, c'est celles que Étienne vous avait résumées précédemment. Premièrement, la zoonose naturelle, processus habituel des émergences. L'autre, c'est les origines de laboratoire accidentelles. Et donc là, on vous a aussi montré, Étienne vous a montré qu'il y avait eu un bon nombre de cas, de précédents en fait, où des virus s'étaient échappés de laboratoires de haute sécurité, parce que l'erreur est humaine ou les machines font des défaillances techniques. Et là, je voudrais aussi qu'on garde en tête deux pistes, c'est que cet échappement pourrait provenir de cultures cellulaires ou d'animaux de laboratoire. Alors, le génome de SARS-CoV-2, donc ici on retrouve les figures, juste pour introduire, on va faire un petit zoom sur l'ARN. Donc vous avez ici une photographie en microscopie électronique du virus, le coronavirus. Vous reconnaissez les couronnes à l'extérieur, ce n'est pas aussi joli que le dessin tridimensionnel qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'est une vraie photo. Et puis ici vous avez un schéma, et vous voyez à l'intérieur cet ARN, j'en ai déjà parlé. Et si on explose le virus, en fait, cet ARN, on peut le prendre aussi en photo. Là, il est déroulé, et là on voit qu'il a une structure linéaire. Et donc c'est une vraie photo en microscopie électronique d'un brin d'ARN de virus.
Et généralement, on représente cette molécule-là sous une forme beaucoup plus schématique, comme une chaîne de nucléotides. Donc c'est une succession, c'est une sorte de chapelet avec un polymère qui est constitué de nucléotides qui sont assemblés les uns après les autres, qui sont liés chimiquement. Et il y a 4 types de nucléotides, adénine, cytosine, guanine et uracile, qui correspondent à la thymine de l'ADN. Ceci, c'est les fichiers avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est un bête fichier de texte. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'uracile, il n'y a pas de U, il y a des T à la place. C'est simplement parce qu'on a l'habitude de travailler avec des séquences d'ADN. Et dans la mesure où il y a 4 lettres, qu'on utilise un T ou un U, ça n'a pas d'importance. Mais donc dans l'ARN, ici c'est une séquence d'ARN où on représente les uraciles par des T. Et vous voyez le début du génome de ce virus SARS-CoV-2. Et le génome complet, il fait 30 000 lettres. Donc il continue vraiment bien en dessous de la page et même bien en dessous du sol. Il fait 30 000 lettres, c'est un virus long en fait, c'est un des génomes les plus longs des virus à ARN. Et voilà, ça c'est les données qu'on analyse. Alors maintenant, on dispose, là je vous ai montré le premier virus qu'on avait séquencé, le génome de référence, mais on dispose de dizaines de milliers de génomes complets des virus qui ont infecté l'humain. C'est-à-dire qu'on a tous les pays du monde, enfin tous les pays, une grande partie, un bon nombre de pays ont prélevé des échantillons et ont séquencé le génome complet de ces échantillons-là. Alors pourquoi on fait ça? Puisqu'on a déjà un génome de référence, celui qui a été publié par l'équipe chinoise, pourquoi est-ce qu'on refait le même travail? Eh bien parce que ça nous permet de voir des différences, en fait, de voir des mutations. Des différences entre la souche initiale et puis des souches qu'on va trouver en France, en Espagne, aux États-Unis, en Océanie. Et en comparant ces souches, d'une part, on observe au jour le jour, et c'est réellement le cas, au jour le jour, on observe l'évolution du virus, mais aussi on peut essayer de voir s'il y a certaines mutations du virus qui sont associées éventuellement à des changements de ses propriétés. Et donc il y a eu pas mal de débats là-dessus. Alors ça, aujourd'hui, je ne vais pas en parler, je pensais traiter les deux sujets en même temps, c'est-à-dire l'origine du virus, l'origine animale du virus, et sa propagation et son évolution dans les populations humaines, mais j'ai préféré faire quelque chose avec un seul thème, et on verra ça à la 4e séance. Je vais rapidement présenter, parce que j'ai moins de matériel, une extension de ceci concernant les populations humaines. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'origine naturelle ou artificielle, l'origine animale du virus, du coronavirus. Et après, on verra comment il évolue dans les populations humaines. Alors, ici, une fois qu'on a le génome, donc vous avez vu cette longue molécule d'ARN, ce qu'on peut faire, c'est dans cette molécule, une fois qu'on a la séquence, c'est identifier les endroits où il y a des gènes. Et Étienne vous avez montré que ce virus, en fait, quasiment tout son génome est couvert par des gènes. Il y a un très long gène qui s'appelle ORF1 et AB, et puis il y a le gène qui code pour la protéine spicule-ici, et puis il y a un tas d'autres gènes qui ont chacun leur fonction. Alors ces gènes, en fait, ils sont, une fois que le virus est entré dans les cellules hôtes, la cellule hôte commence à non seulement répliquer le virus, mais aussi à fabriquer les protéines, à exprimer l'ARN et donc à synthétiser des protéines à partir de ce génome. Et donc, ce qu'on peut faire, on connaît la fonction de pas mal de ces protéines. Donc, je vous ai fait la même petite représentation qu'on va voir pendant tout l'exposé, avec cette structure linéaire du génome et la position des gènes. Et ici, on voit les fonctions de quelques-uns de ces gènes. Ils codent pour des protéines, et notamment le gène S qui est en rose ici, code pour la protéine S qui est en rose ici. La plupart des protéines, on connaît bien leur fonction. Donc chacun de ces gènes sert à faire un morceau du virus, somme toute. Et puis il y a l'autre partie, le très grand gène ORF1AB, et lui il ne fait pas des morceaux du virus. Ce qu'il fait, c'est qu'il code pour des protéines qui vont constituer la machine de réplication et de transcription de ce virus. Étienne est entré vraiment dans les détails là-dessus, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est juste pour vous montrer le lien entre cette structure linéaire que je vais montrer à partir de maintenant, où je montre des gènes, leur succession, on va analyser leur séquence, on va voir les différences entre espèces, et ces structures tridimensionnelles que sont les protéines et qui assurent en fait l'essentiel des fonctions cellulaires. Alors il y a des protéines, je vous l'ai déjà dit, qui sont des enzymes, mais certaines autres protéines il y a d'autres fonctions aux protéines. Les protéines assurent l'essentiel des fonctions cellulaires dans les cellules hôtes et dans les virus et dans tous les organismes, notamment des enzymes et aussi des transporteurs qui nous permettent de faire passer les molécules de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule. La régulation, le cycle cellulaire, la différenciation cellulaire, tous ces mécanismes reposent sur des protéines et sur des ARN et sur des gènes. Alors, des chauves-souris et des hommes. Comme vous le savez, les chauves-souris sont le réservoir animal de la plupart des coronavirus,
Et dès la première publication, qui est une publication qui a été produite par le laboratoire de Wuhan, la ville où avait émergé le virus, et cet article, donc, il est paru en janvier, le 20 janvier, et d'une part, les scientifiques, les chercheurs publient la séquence complète de ce virus SARS-CoV-2, et d'autre part, ils disent, tiens, ce virus est probablement d'origine de chauve-souris, et on a trouvé un génome d'un virus de chauve-souris qui lui ressemble furieusement. Et donc, ils ont illustré ça par ce dessin-ci, que je vais vous expliquer un petit peu en détail, parce que c'est un des types de représentations qu'on trouve dans absolument tous les articles aujourd'hui qui paraissent sur le SARS-CoV-2. Alors, ces chauves-souris, en fait, d'où il sort ce génome d'un virus de chauve-souris? Il sort d'un épisode tragique de 2013 où, dans une mine d'une province de Chine, il y avait des mineurs qui ont été contaminés, qui ont attrapé une pneumonie atypique. Et il y a 6 de ces mineurs qui ont été contaminés, et il y en a 3 qui sont morts. Donc c'était une pneumonie assez grave. Et à ce moment-là, il y a l'équipe de Zheng Lixi, plus connue sous le nom de Batwoman, c'est la directrice de l'équipe à Wuhan qui mène ses travaux d'échantillonnage des chauves-souris. Dès le moment où il y a eu ces mineurs qui ont été contaminés, on s'est dit, sur base des échantillons qu'on avait prélevés, on s'est dit il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une pneumonie d'origine fongique, donc des champignons. Ça peut être viral. Il y a différents types de virus. Et parmi les virus qu'on avait trouvés chez eux, il y avait des coronavirus. Et donc on a dit ah, il se peut que ce soit une contamination par des coronavirus. Ça se passe en 2013. On a eu une émergence en 2002-2003 qui venait de chauves-souris. On a une émergence en 2012 de chauves-souris aussi, mais en passant par les chameaux, le MERS. Et donc tout de suite, les gens sont très alertés. Et Ming Lixi va avec son équipe dans les mines et dans les grottes avoisinantes pour faire de l'échantillonnage. Et donc ils font un grand nombre d'échantillons, ils prélèvent un grand nombre d'échantillons, et puis ils essaient de les caractériser, mais ils ne publient pas les génomes complets à l'époque. Ils ne publient pas les génomes complets. En 2016, il y a une publication d'un tout petit morceau de séquence de ce virus-là, 360 paires de bases, donc 1% du génome. Il y a des séquences qui sont déposées dans une base de données internationale où on dépose les séquences brutes, des petits morceaux de séquences qu'on appelle des lectures de séquençage à haut débit, mais ils ne font pas l'assemblage du génome. Donc on n'a pas le génome, il n'est jamais publié, alors qu'on l'a depuis, on a échantillonné ça après 2013, mais avant 2016. Mais simplement, ça n'était pas l'objet de la recherche de séquencer le génome complet. Ce qu'ils voulaient, c'était trouver un petit morceau de séquence qui permette de faire des tests, en fait, avec de la PCR et de voir si les gens avaient ce virus ou pas. Hein. Donc, ce n'était pas l'objet de la recherche, mais dès le moment où il y a eu l'émergence de ce virus, ce qu'a fait le laboratoire, c'est d'aller rechercher tous les échantillons de l'époque et de faire un séquençage complet des génomes. Et puis, il y en a un où ils disent, tiens, là, ça ressemble vraiment au coronavirus, au SARS-CoV-2. Alors, pour vous localiser ça aussi, c'est assez intéressant. Ceci, c'est la province de Yunnan, où il y a eu cet incident dans les mines. Ça, c'est la province de Hubei, où se trouve donc, le chef-lieu est Wuhan. Et donc, c'est là que travaille l'équipe sur les virus, et c'est là aussi qu'a émergé le SARS-CoV-2. Et ceci, c'est Guangdong, c'est la province de Guangdong, je vais en parler un peu plus tard, où, en fait, il y a certains autres virus de pangolins qui ont été trouvés. Alors, comment on fait pour générer ce graphique-là? Je vais d'abord vous montrer comment on fait pour le générer, pour que vous compreniez ce qu'il représente. Donc, on fait un alignement de séquences. Donc, on dispose de 2 génomes. Je vous ai montré tout à l'heure le début d'un génome. On dispose de 2 génomes et on va les aligner. Et on va observer les différences. Alors, il y a 3 types de différences qu'on peut observer entre des séquences. La première, ça s'appelle des substitutions. Donc, vous voyez ici un tout petit exemple de séquence où, initialement, on a la séquence ATGA, CC, ATGA, et puis vous voyez qu'après réplication, la polymérase de l'ARN a fait une erreur, et à l'endroit où elle aurait dû insérer un T, elle a inséré un G. Donc on a eu ce qu'on appelle une substitution, un remplacement du T par le G. Donc ça, c'est une substitution. Ensuite, un autre type d'événement évolutif, c'est la délétion, enfin ce qu'on appelle deletion en anglais. En français, le mot délétion est un petit peu contesté, mais on n'en a pas de meilleur. Mais en fait, c'est la suppression. Donc on supprime, on perd un fragment de la molécule. Et donc vous voyez ici qu'à partir de cette même séquence initiale, il y a 5 lettres qui disparaissent et on se retrouve avec une séquence raccourcie. On a ATG, GA. Donc on a le début de la séquence et puis la fin. Et puis le troisième type d'événement assez fréquent dans les séquences, dans les génomes, c'est l'insertion, événement de mutation où
la séquence, entre deux morceaux de la séquence initiale, entre deux nucléotides, vient s'insérer un morceau d'ARN qui peut être de taille variable, ça peut être 1, 2, 3, 5, 1000 nucléotides, ça dépend des cas. Alors donc quand on dit insertion, ce n'est pas que quelqu'un a inséré. Je le dis parce que ça prête à confusion si on ne sait pas de quoi il s'agit. Ici, l'idée, ce qu'on connaît, les mécanismes naturels d'évolution font que fréquemment, dans les séquences biologiques, ces événements se produisent. Il y a des erreurs qui font qu'on va se retrouver avec un changement d'un nucléotide pour un autre, avec une délétion, une perte d'un morceau de la séquence, ou avec un ajout d'un morceau de séquence en plein milieu d'une séquence existante. Alors le taux de mutation varie très très fort entre différents organismes. Et chez les virus, les taux de mutation sont assez élevés. C'est-à-dire que ici, vous voyez que pour les viroïdes, par exemple, on a une mutation tous les 100 à 1000 paires de bases. Donc ça veut dire que les mutations, elles sont toujours là. Ces derniers temps, on a dit, est-ce que le virus a muté? Donc souvent à la radio, on dit, est-ce que le virus a muté? Ah oui, le virus a muté. Les virus mutent sans arrêt. Chaque fois qu'un virus se reproduit, il produit un deuxième virus qui est un tout petit peu différent de lui. Mais ce n'est pas le propre des virus. Chaque fois que nos cellules se multiplient, l'ensemble de notre génome est répliqué. Il y a une copie de l'ensemble de notre génome qui est faite. Et en moyenne, on estime que pour des cellules, donc, ce qui est un peu maladroitement mis ici, les eucaryotes supérieurs, en gros, ça veut dire les pluricellulaires. Chez les pluricellulaires, on estime qu'il y a à peu près une dizaine de substitutions par division cellulaire. Mais quand vous pensez que votre corps est fait de milliards de cellules, ça veut dire qu'entre le zygote initial qui a donné naissance à l'ensemble de vos cellules et chacune de ces cellules, il y a des tas de substitutions. Si on fait le séquençage du génome complet d'un morceau de votre peau du doigt gauche, il y aura quelques centaines ou des milliers de différences par rapport à un séquençage d'un autre organe où on vous prélèvera un tissu. Et c'est naturel, c'est normal, c'est un mécanisme normal. Par contre, les taux de mutation sont bien plus faibles chez les métazoaires et chez les plantes que chez les virus. Et généralement, on observe une assez bonne corrélation entre le taux de mutation et la taille des virus, la taille des génomes. Les petits génomes ont des très forts taux de mutation, les grands génomes ont des taux plus faibles. Plus précisément, ce qui se passe, c'est que les taux de mutation sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Bon, il y a des différences liées aux polymérases elles-mêmes qui sont plus ou moins exactes. Mais au fil de l'évolution, il y a eu des mécanismes qui se sont mis en place et qui permettent de réparer les erreurs. Et avec l'évolution, ces mécanismes sont devenus de plus en plus complexes et de plus en plus efficaces. Et en fait, on pense que c'est ça qui a permis au génome de prendre progressivement des tailles de plus en plus grandes. Les virus à RNA, comme vous le voyez, le taux de mutation, c'est une mutation tous les 10 000 nucléotides à une mutation tous les 100 000 nucléotides. Donc le taux d'erreur est assez faible. Par contre, les coronavirus ont une particularité, c'est qu'ils ont un mécanisme de réparation de l'ARN qui fait qu'ils sont plutôt dans les taux de mutation assez faibles. Alors ici, c'est un alignement de séquence. Donc j'ai pris ici le gène spicule du SARS-CoV-2 et de cette fameuse souche qui a été séquencée par Zheng Linqi. Donc ici, on voit un alignement entre une paire de séquences. Donc la première, c'est le duo qui est ici, qui commence à 1 jusqu'à 50. Et puis elle se poursuit ici. Alors je n'ai pas mis toute la séquence parce que c'est énorme, j'ai juste mis quelques segments représentatifs. Et donc on voit ici le début de la séquence du SARS-CoV-2 et puis le début de la séquence de cette souche de chauve-souris, enfin du virus de la chauve-souris. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'elles sont quasiment identiques. Donc chaque fois que c'est identique, il y a une petite barre verticale pour dire identité, identité, identité. Et puis là, je vois qu'il y a une différence. Chez le virus humain, il y a un C, chez le virus de chauve-souris, il y a un T. Donc c'est une substitution. Et puis si on continue, on voit qu'on a de nouveau des identités. Bon, on passe à la ligne suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Et puis quand on arrive à la 40e ligne, on est à la position 2000. Là, on voit qu'il y a une substitution ici, une ici, une ici. Et là, il y a un morceau de séquence du SARS-CoV-2, qui ne correspond à aucun morceau du génome de cette chauve-souris. Et donc ça, il y a deux possibilités pour l'expliquer. Donc vous voyez, ça commence ici, la position un peu avant 2050, ça doit être 2040. Et puis ça se poursuit à la ligne suivante, il y a encore un C ici pour lequel il n'y a rien qui est aligné. Et puis juste après ça, on a des séquences qui s'alignent très bien avec quelques substitutions. Donc là, les petits traits horizontaux qu'on montre, c'est pour dire qu'il y a ce qu'on appelle un gap, il y a une lacune dans une des séquences par rapport à l'autre. Et il y a deux possibilités en fait pour expliquer ça. Soit c'est parce que dans la lignée ancestrale du SARS-CoV-2, il y a eu une insertion, soit c'est parce qu'il y a eu une délétion dans la lignée ancestrale de la chauve-souris. Et donc on appelle ça un indel pour le moment, parce qu'on sait que s'il y a eu un événement évolutif qui s'est produit dans une des lignées ancestrales,
mais on ne sait pas si c'est une insertion dans l'une des lignées ou une délétion dans l'autre lignée. Alors, quant à savoir si c'est une insertion ou une délétion, on pourra le dire dès le moment où on va avoir plus que 2 séquences à aligner. Si on a une dizaine, une cinquantaine, une centaine de génomes différents de virus qui appartiennent à des espèces différentes, là on va avoir des indices supplémentaires que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais avant ça, on reste toujours sur cette comparaison par paire. Ce qu'on peut faire, c'est faire des profils de position identiques. Et donc c'est ces fameux dessins qu'on a vus dans toutes les publications, comme celui-ci. Comment on fait ça? Eh bien, on va partir d'un alignement, de cet alignement-ci, que je schématise dans la figure du haut par 2 traits horizontaux. Donc ça, SARS-CoV-2, c'est la séquence. Le trait noir, c'est la séquence de SARS-CoV-2. Le trait bleu, c'est la séquence de RATG13, RATG13, donc c'est cette souche de virus de chauve-souris. Et chaque fois qu'il y a une barre verticale, ben, ça montre qu'il y a une identité. Et puis, on saucissonne cet alignement en tranches. Et là, on voit par exemple que dans la première tranche, j'ai 9 identités sur 10. Et puis, il y a un endroit où il y a une substitution. Donc, j'ai 90% d'identité. Dans la tranche suivante, j'ai 3. Il n'y a que 7 barres, donc j'ai 70% d'identité. La suivante, j'en ai 100%, 40%, 60%, 80%. Et donc, on peut représenter ça par un graphique où, horizontalement, on a les positions génomiques. Et chaque point représente une fenêtre, ce qu'on appelle des fenêtres, une fenêtre successive où on a mesuré le pourcentage de positions identiques, PPI. Alors dès ce moment-là, là je vous montre un tout petit schéma, mais on peut le faire évidemment sur l'échelle d'un génome complet où il y a 30 000 nucléotides. Et donc on a un très très grand nombre de fenêtres, et donc ça fait un graphique où on va vraiment de façon assez fine descendre, remonter le pourcentage de positions identiques. Et on va commencer par comparer le génome de SARS-CoV-2, qui est à 100% évidemment, puisque c'est la référence, c'est le génome de SARS-CoV-2, donc le 100% représente ce génome qui nous intéresse aujourd'hui, et on l'a comparé au génome de SARS-CoV de 2002, le génome du syndrome respiratoire aigu qui avait émergé en 2002-2003. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une assez grande différence. Les identités, à certaines régions, il y a 80% d'identités, puis ça descend à 50, ça remonte progressivement, jusqu'à 80, 90, et puis là, ça se casse la figure, ça remonte. Et donc, quand on progresse le long du génome, on voit que ce taux d'identité, il montre des fluctuations assez grandes, mais que globalement, le SARS-CoV-2 est très éloigné du SARS-CoV. Et donc, on se dit que c'est sans doute pas un génome qui a émergé par évolution progressive du syndrome, enfin du virus de 2002. C'est autre chose qui s'est passé. Et puis, évidemment, ça devient très significatif que la même équipe chinoise, en même temps qu'elle publie le génome de SARS-CoV-2, elle publie le génome d'une chauve-souris, qui est en bleu ici. Donc ça, c'est cette souche RATG13. Et là, on voit qu'on a un taux d'identité qui est beaucoup plus élevé sur toute la longueur du génome. On tourne autour de 96% d'identité en moyenne sur l'ensemble du génome. Je signale quand même à votre attention qu'il y a un endroit ici où cette identité diminue. Alors, cette diminution d'identité, elle correspond à la protéine S. Et la protéine S, au gène S qui code pour la protéine spicule, qui est celle justement qui fait la spécificité de l'interaction entre le virus et son hôte. Ce qu'on constate par contre, c'est que dans les autres génomes aussi, il y a une chute énorme précisément à cette position-là. Et en fait, ce n'est pas surprenant du tout parce que cette protéine S, comme elle fait la spécificité de l'hôte, dès le moment où il y a des passages d'un hôte à l'autre, il est nécessaire, somme toute, qu'elle mute. Parce que sinon elle ne pourrait pas passer d'un hôte à l'autre. Il y a une autre raison aussi pour laquelle elle a un taux de mutation plus élevé, donc ce gène a un taux de mutation plus élevé que le reste du génome, c'est que comme c'est la protéine qui est la plus exposée à l'extérieur du virus, quand ce virus est dans vos cellules, c'est la protéine qui est reconnaissable par le système immunitaire. C'est la plus facile à reconnaître par le système immunitaire. Et donc c'est elle qui va être soumise aux attaques du système immunitaire, enfin à nos défenses, et des mutations dans cette protéine-là vont avoir pour effet que si nos cellules immunitaires ont réussi à reconnaître, enfin si on a développé des anticorps contre le virus, des mutations vont faire que la protéine change un petit peu et que donc ces anticorps deviennent inefficaces. Donc les mutations de la protéine spike sont un mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait n'importe quelle mutation, parce que si on a des mutations qui changent la forme de la protéine et qui perturbent sa fonction, de toute façon le virus ne va plus pouvoir pénétrer dans nos cellules. Il faut des mutations qui sont à la fois qui conservent la fonction de la protéine, sa capacité à s'attacher
au ligand, au récepteur de nos cellules hôtes, et qui, par ailleurs, lui permettent d'échapper à la réponse immunitaire. Et donc, il y a une espèce de coévolution entre le système immunitaire qui développe des anticorps contre les virus et les virus qui mutent, et ça leur permet, parmi toutes ces mutations, la plupart des mutations, peut-être qu'elles perturbent la protéine S et ce virus-là, il est plus fonctionnel, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a tellement de virus que dans toutes les mutations, il y en a de temps en temps une qui va permettre de conserver la fonction mais d'échapper à la réponse immunitaire. Et ça se passe sans arrêt en fait. Donc oui, les virus mutent et leurs mutations affectent leurs propriétés infectieuses. Le rose, c'est un autre virus de chauve-souris, un virus de chauve-souris qui avait été décrit avant, en 2017. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est moins proche de SARS-CoV-2 que le virus bleu qui venait de ces mines de Wuhan. Et aujourd'hui encore, ce virus bleu qui vient des mines de Wuhan, c'est le plus proche qu'on connaisse de SARS-CoV-2. Alors 96%, vous allez dire, oh, ça ressemble vraiment beaucoup. Mais des biologistes évolutifs estiment qu'une divergence sur l'ensemble de la longueur comme ça de 96%, enfin une divergence de 4%, 4% de mutation, de substitution, dans les rythmes habituels d'évolution de virus en milieu naturel, ça représente un temps évolutif de plus ou moins 40 à 70 ans. Donc ce qui est clair, c'est que même si c'est le génome le plus proche de SARS-CoV-2 aujourd'hui, ce n'est pas ce virus-là qui, d'un jour à l'autre, a fait quelques mutations et infecté l'espèce humaine. Ce n'est ni un ancêtre direct de SARS-CoV-2, ni un cousin proche. C'est un virus cousin, mais qui, s'il est d'origine naturelle, leurs ancêtres communs, ils doivent dater de quelques dizaines d'années, d'avant l'incident de 2013 d'ailleurs. Alors, on est à la recherche évidemment de génomes plus proches, et en particulier, comme on voit ici qu'il y a une diminution de taux d'identité, et qu'on sait que les virus recombinent, la communauté scientifique a commencé à chercher pour voir s'il y avait d'autres génomes qui étaient proches de SARS-CoV-2, et en particulier si on trouvait des génomes, notamment chez les chauves-souris, mais aussi chez d'autres animaux, qui étaient proches au niveau de cette protéine S, et en particulier le petit morceau qui est là, qui est le domaine de liaison au récepteur, le Receptor Binding Domain, RBD. Et on en a trouvé en fait, alors le schéma ici, c'est les mêmes profils d'identité protéique, qui ne sont pas très lisibles, donc j'en ai fait un autre plus détaillé que je vais vous montrer après. Mais donc ça a été publié aussi assez rapidement, et c'est sur cette base-là qu'on a dit le pangolin est l'hôte intermédiaire. Alors sur cette base-là, c'est quoi la base? C'est que là où vous voyez la petite flèche, c'est assez ténu. Donc en vert, vous avez le RAG13 ici, qui est en vert. La courbe verte qui est sur toute la longueur très proche du 100%, qui est le SARS-CoV-2. Et puis vous voyez une courbe orange ici, et cette courbe orange, c'est un pangolin. Et en fait, vous voyez que le génome du pangolin, il est plus bas que celui de chauve-souris. Donc ce pangolin, c'est pas qu'on n'a pas trouvé ici le virus qui était juste avant l'infection de l'humain. Par contre, il y a une petite particularité, là où il y a une flèche, on va faire un zoom dessus après, c'est qu'il y a un endroit où le gène du pangolin est un peu plus proche de l'humain que la chauve-souris, et cet endroit-là, c'est justement l'endroit où il y a le domaine de liaison au récepteur. Alors les pangolins, où ils sont? Des pangolins, il y en a un peu partout dans l'hémisphère sud. Ici, vous voyez une carte de distribution de différentes espèces de pangolins. Ici, vous voyez une jolie photo d'un pangolin. Et ce pangolin-là, c'est une espèce particulière qu'on trouve dans le sud de la Chine et en Malaisie. Et donc, on a appelé ce pangolin, en français, on l'appelle le pangolin malais. Et son nom scientifique, c'est Manis javanica. Et ici, vous voyez l'aire de répartition de ce pangolin malais. On voit qu'on le trouve en Malaisie et dans le sud de la Chine. Alors, je pense que c'est intéressant et important de regarder ces cartes parce que si on veut mettre de l'ordre dans les scénarios, il faut comprendre comment cette transmission a pu se faire. Si on a des chauves-souris qui sont dans la province de Guangdong, dont je vous ai montré la localisation, et des pangolins qui sont dans le sud de la Chine, et sachant que cette espèce-là de chauve-souris ne migre, il y a des espèces de chauves-souris qui migrent beaucoup, mais cette espèce-là, le Rhinolophus, donc l'espèce qu'on appelle les chauves-souris effets à cheval, elle ne migre pas beaucoup. Et donc, on peut se poser des questions, d'où vient la contamination? C'est une question pour laquelle, je vous dis, il y a beaucoup de questions que je peux poser pour lesquelles je n'ai pas de réponse. N'attendez pas à la fin de l'épisode la solution. Ici, on n'est pas dans une série télévisée. Enfin, on n'est en tout cas pas à la fin de la dernière saison. Alors, ça, c'est les analyses que nous avons faites. On a refait les analyses avec les mêmes séquences, parce qu'on voulait pouvoir vraiment aller regarder nous-mêmes dans les séquences. On aurait pu se contenter des figures qui sont publiées dans les articles, mais notre approche a été vraiment
de refaire tout en posant nos propres questions, et donc en choisissant les séquences qu'on allait analyser, en choisissant la lorgnette avec laquelle on allait les regarder, et toutes les analyses qu'on a faites, toute la partie, tous les logiciels qu'on a utilisés, et tous les scripts qu'on a écrits pour faire ces analyses-là, y compris pour dessiner ces dessins, on les a mis sur un site public, et qui fait que toutes nos analyses sont reproductibles. D'autres chercheurs peuvent les reproduire, les refaire, en en téléchargeant les scripts, et puis ils installent tous les logiciels automatiquement et ils refont toutes les analyses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans le domaine de la bioinformatique, c'est à assurer la reproductibilité des analyses. Ça a l'air tout à fait évident, en fait. On s'attend à ce que toutes les études scientifiques soient reproductibles, et en fait, ce n'est pas toujours le cas, pour un tas de raisons. Et donc, c'est un très fort défi pour la communauté scientifique aujourd'hui de développer une science qu'on appelle la science ouverte et reproductible. Des données accessibles, des données qui permettent de reproduire les analyses et qui peuvent être réutilisées. Donc, ici, on a refait les analyses, et ici, vous voyez donc ces profils génomiques. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on voit un petit peu mieux ici ces endroits où, par exemple, pour SARS, il y a une chute brutale de la ressemblance, de l'identité, qui correspond à une région de recombinaison. Et ici, vous voyez qu'il y a d'autres régions génomiques. Ici, par exemple, au début du gène ORF1AB. Et puis, en face de la protéine ORF8, on voit aussi qu'il y a un écroulement de la similarité. Donc ça, c'est vraisemblablement des régions où le SARS-CoV-2 qu'on connaît aujourd'hui résulte d'événements antérieurs de recombinaison. Les recombinaisons, les 3 recombinaisons que je vous montre, qui sont marquées en jaune ici, ne se sont pas forcément passées chez le même animal. Il se peut que c'est vraiment tout au long de l'histoire évolutive qui a mené de son ancêtre coronavirus qu'on ne connaît pas à ce qu'on a aujourd'hui, il y a eu des événements successifs de recombinaison. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quel hôte, mais ce dont on dispose aujourd'hui, c'est toutes les séquences actuelles, et on doit essayer d'inférer cette histoire évolutive, de la retrouver à partir des séquences. Et ça, c'est un métier, c'est un domaine de la bioinformatique, dont un grand spécialiste est Didier Kazan, qui a collaboré, on l'a invité en fait parce qu'on avait besoin de son expertise pour mettre en place cette partie-là de l'analyse, celle de l'inférence phylogénétique. Et ici, vous voyez un zoom sur la partie, justement, sur cette région de recombinaison. Et là, on voit un peu mieux. Alors, on le voit un peu mieux parce qu'on peut paramétrer ces programmes. Et que dans la première publication, ils avaient fait des fenêtres assez larges pour scanner le génome. Et donc, on a l'impression que même dans cette région-ci, on se retrouve avec une forte similarité entre BATRAG13, entre le virus de chauve-souris et le SARS-CoV-2. Mais en fait, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que dans cette région-ci, le génome de chauve-souris, il y a vraiment aussi une très forte chute de la ressemblance. Et en vert, alors moi j'ai mis les pangolins en vert. Le pangolin, il est en vert ici, et on voit que là, dans cette région particulière du domaine de liaison, il a une similarité beaucoup plus importante. Néanmoins, sa similarité, il reste à 90% d'identité, en dessous des 90%. Et donc, ce n'est pas vraiment convaincant. En tout cas, ça ne nous dit pas qu'il y a eu une recombinaison entre ce virus-là de pangolin, BATRAG13, et que c'est ça qui a donné le SARS-CoV-2. Autrement dit, à la fois du côté des pangolins et du côté des chauves-souris, les génomes les plus proches dont on dispose aujourd'hui sont trop éloignés pour qu'on puisse réellement savoir ce qui s'est passé, à quel moment et dans quel milieu, dans quel environnement. Alors, concernant l'origine, est-ce que l'origine est naturelle ou pas? Un petit peu surveiller le temps, très bien. Il y a un article qui a été publié tout au début, quasiment dès le moment où on a publié le génome de SARS-CoV-2. Il y a eu un article qui a été publié par une équipe américaine avec Anderson comme premier auteur. Et cet article-là a dit on va étudier l'origine proximale de SARS-CoV-2, c'est-à-dire vraiment les dernières étapes avant le virus qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fait les analyses du génome, ils ont dit ce génome-là, en tout cas ce virus-là, il est d'origine naturelle. Et ils avancent 2 arguments. Le premier argument, c'est que la séquence particulière du RBD, c'est une séquence qui a une efficacité vraiment particulière pour infecter les cellules humaines, comme vous le savez, c'est de là que vient la pandémie. Mais les mutations particulières qui lui confèrent son efficacité, disent les auteurs, on ne les connaissait pas à l'avance. Et donc on n'aurait pas pu faire du design, on n'aurait pas pu concevoir ces séquences si on avait voulu obtenir cet effet-là en laboratoire. Ils pensaient évidemment aux expériences de Fouchier, qui avait fait des mutations sur base de connaissances préalables en disant « Ah ben si je fais celle-là et celle-là et celle-là », et puis qui avait un peu expérimenté, mais autour de thèmes un peu connus, et puis qui avait optimisé le système pour que son virus devienne extrêmement contagieux.
Et donc ici, Anderson dit on n'est pas dans une situation comme celle de Fouchier, où des gens ont joué avec des mutations pour rendre la protéine spicule efficace, parce que s'ils avaient voulu le faire, ils auraient fait d'autres mutations, sur base de ce qu'on connaît déjà, parce qu'on avait déjà étudié des mutations de la protéine spicule. Ça, c'est le premier argument. Leur deuxième argument, c'est qu'on ne trouve pas dans le génome de ce virus des traces de manipulation que seraient des sites de restriction. Donc, c'est quoi les sites de restriction? C'est des séquences très petites, de généralement 6 à 8 nucléotides, qui sont reconnues par des enzymes, qu'on appelle enzymes de restriction, et qui ont la capacité de couper l'ADN. Et en fait, les enzymes de restriction sont utilisées depuis les années 80 comme ciseaux moléculaires, si je puis utiliser une métaphore, des ciseaux moléculaires, c'est-à-dire c'est ce que les biologistes moléculaires utilisent pour découper l'ADN et le recoller, et puis pour mettre ensemble des morceaux d'ADN qui d'habitude ne sont pas ensemble. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les biotechnologies. Toutes les biotechnologies sont basées sur le fait qu'on fait on appelle ça d'ailleurs de l'ADN recombinant, sauf qu'on le recombine à façon, en laboratoire, en utilisant des enzymes de restriction. Et on a donc toute une panoplie d'enzymes de restriction, et chaque enzyme de restriction reconnaît une séquence particulière. Certaines reconnaissent la séquence CCG, GCC, et d'autres CAA-TAT. Donc chacune a sa signature, et donc Anderson dit ah ben, dans le génome, on n'a pas trouvé les signatures des enzymes de restriction. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on en trouve des signatures d'enzymes de restriction. Il y a justement une chercheuse chinoise, je vais en parler après, qui a écrit tout un article en disant tiens, j'ai trouvé des sites de restriction. Mais par ailleurs, le fait qu'on en trouve, forcément qu'on en trouve parce que CCG, GCC, dans un génome de 30 000 paires de bases, ça va se trouver plusieurs fois, même si on fait une séquence aléatoire. Donc le raisonnement là, ce n'est pas un argument très très puissant de dire qu'on n'en trouve pas. D'abord on en trouve, mais en plus, même si on n'en trouvait pas, il y a une autre raison pour laquelle cet argument n'est pas convaincant. Et cette raison, c'est que, comme vous l'a dit Étienne, l'utilisation d'enzymes de restriction pour faire des recombinaisons n'est plus nécessaire depuis qu'on dispose des technologies de synthèse d'ADN. On n'a pas besoin de couper moléculairement en insérant des sites de restriction dans les séquences. On peut synthétiser un génome complet comme on veut à partir d'une séquence. Et donc, on aurait très bien pu concevoir un génome et le synthétiser sans qu'on trouve des sites de restriction évidents. Donc c'est un peu étonnant que cet article soit paru aussi rapidement dans une des plus grosses revues Nature Medicine. Et en fait, cet article a eu beaucoup d'impact. C'est-à-dire que tous les articles qui répètent sans arrêt l'origine est naturelle s'appuient sur cet article-ci, mais ne ressortent pas les arguments ni ne les mettent en question. Jusque en juillet, il y a le premier article qui est paru dans une revue scientifique et qui dit « mais examinons une autre hypothèse » qui est celle que ce virus a été construit en laboratoire. Et cet article, en fait, c'est intéressant parce que quand je dis que c'est le premier article qui est apparu dans une revue scientifique, parce que dès le mois de mars-avril, il y a des tas d'articles qui ont été écrits par des scientifiques, qui ont été déposés sur des sites web où on met les documents avant de les publier, ce qu'on appelle des préprints, pour les soumettre à l'évaluation par leurs pairs, pour déjà faire savoir leurs idées, faire connaître leurs idées, avant de l'envoyer à une revue scientifique. Et en fait, aucun de ces articles qui remettent en question les arguments d'Anderson n'a été publié. Certains des auteurs se sont plaints, ils ont contacté Étienne d'ailleurs et moi, quand on a écrit la revue dans Médecine Science, en disant « Tiens, est-ce que vous avez lu mon article que j'avais déposé dans ce préprint parce que j'ai déjà envoyé à 7 revues, 7 journaux, ils ne veulent pas le prendre en considération. » Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a une censure, il se peut que leur article n'est pas convaincant. Mais il se peut qu'il y ait d'autres facteurs aussi qui interviennent, des facteurs sociologiques. Et notamment le fait que, comme Trump a d'emblée dit « le virus sort du labo de Wuhan », des chercheurs américains, par exemple, pourraient se sentir mal à l'aise à en apporter des preuves parce qu'on les amalgamerait à la campagne politique de Trump. Mais évidemment, c'est un très mauvais argument pour des chercheurs. Et donc, il y a des chercheurs aussi qui essayent de publier leurs articles et de développer cette argumentation. Mais ceci n'est qu'une explication donc, qui a été développée notamment dans un journal de Boston à propos d'une chercheuse qui n'arrivait pas à publier ses résultats. Donc la presse s'est saisie de ce problème. La presse américaine, il y a un journal de Boston qui a développé vraiment tout un article sur une chercheuse qui avait apporté d'autres types d'indices qui suggéraient quand même que ce virus n'était pas émergé récemment, mais qu'il était déjà adapté à l'homme. Elle n'arrive pas à publier ses résultats. Bon, ce qui veut peut-être dire que les arguments ne sont pas suffisamment forts pour convaincre des éditeurs, ou peut-être dire qu'il y a un malaise.
Et donc ce journal de Boston fait toute une étude là-dessus. Donc c'est des questions qui commencent à se poser dans la presse, dans le public, et je pense que pour y répondre, la seule solution, c'est vraiment que le débat sorte au grand jour, qu'on discute de ça. Et le premier article qui est paru dans une vraie revue scientifique, BioEssay, qui est une très bonne revue, c'est une revue justement BioEssays, on peut faire des articles justement de revue ou de recul, un peu, on prend un peu de recul par rapport aux choses. Et cet article est publié par deux auteurs, Sirotkin et Sirotkin. Et ces auteurs-là, en fait, n'ont aucune affiliation. L'adresse qui est fournie, c'est Gmail. Et en fait, la raison est très simple, c'est que le premier auteur, Karl Sirotkin, c'est un biologiste qui est un virologue, qui a fait de l'analyse des génomes toute sa vie, il a fait de l'analyse des microbes, en fait, microbiologie, et puis de l'analyse du génome humain aussi. Et il est retraité depuis plusieurs années. Et donc, il n'a plus d'affiliation, mais il a écrit un article qui est une remise en question, et où, en gros, il dénonce d'une part la faiblesse des arguments d'Anderson, en disant ces arguments ne sont pas convaincants, on sait très bien qu'on aurait pu faire autrement. Et d'autre part, ce qu'il fait, c'est de mettre en place, c'est de développer l'hypothèse alternative, celle du fait que ça sorte d'un laboratoire. Et notamment, ce qu'il dit, c'est pour que ça sorte d'un laboratoire, il ne faut pas forcément qu'on ait conçu intentionnellement chacun des résidus de cette séquence. Une autre possibilité serait qu'en fait, ce virus, il résulte de passages successifs d'une espèce à l'autre, qu'on peut faire en culture cellulaire, par exemple. Alors pourquoi est-ce que ça ferait une différence? Parce que quand on cultive des virus sur des cellules, si on a un virus de chauve-souris et qu'on essaie de le cultiver sur des cellules humaines, par exemple, le virus ne va pas bien pousser parce qu'il ne va pas bien entrer dans les cellules humaines, mais il mute à chaque fois qu'il se réplique. Et donc en mutant, de temps en temps, il y a certaines mutations qui vont faire qu'il va commencer à pouvoir entrer dans les cellules humaines. Et comme on les cultive sur des milieux cellulaires et puis on réessaye jusqu'à ce que ça marche, finalement on va sélectionner les quelques mutants qui ont la capacité d'entrer dans la cellule qu'on veut. Et dès le moment où ils entrent dans la cellule humaine, ils vont peut-être avoir une efficacité modérée pour se reproduire dans les cellules humaines et pour se passer d'une cellule humaine à l'autre, mais la nature va faire son œuvre. Plus précisément, la nature aidée par le bras de la sélection artificielle. Les mécanismes de l'évolution naturelle, c'est que les mutations sont aléatoires et que dans les milieux naturels, les mutations qui n'ont pas d'effet, elles se propagent telles quelles. Certaines mutations vont avoir un effet délétère, elles vont casser la fonction des protéines ou des gènes, et donc ces mutations-là vont être éliminées, c'est la sélection naturelle. Et puis occasionnellement, une mutation va faire un changement de fonction, par exemple que la protéine va permettre d'attaquer un nouvel hôte, et ces mutations-là vont être sélectionnées positivement, elles vont faire l'objet d'une sélection positive. Quand on est en laboratoire, la différence c'est qu'on favorise la sélection de mutations qui correspondent à l'effet qu'on cherche. Si on a des virus de chauve-souris et qu'on les cultive activement sur des cellules humaines, on va sélectionner toutes les mutations qui favorisent la croissance, la multiplication et la transmission d'un virus dans des cellules humaines. Alors le fait que le virus pousse sur des cellules humaines ne veut pas forcément dire qu'il va être infectieux, parce qu'entre la cellule et l'animal, il y a encore une étape supplémentaire, mais ces laboratoires font aussi des expériences où ils cultivent d'abord sur des cellules et puis ils font un test, comme Étienne vous l'avait montré, pour voir si sur une vraie souris, eh bien, ce virus est infectieux ou pas. Donc, Sirotkin et Sirotkin disent on a opposé deux hypothèses. Soit c'est naturel, soit tout a été conçu, c'est du design. Et il dit mais il y en a une troisième qui est évidente et qu'on n'a même pas considérée, c'est que ce soit ni naturel ni du design, que ce soit l'effet d'une sélection artificielle par l'humain, mais d'une sélection de mutations aléatoires. Et bon, il développe bien aussi en montrant, enfin il raffine l'argumentation en montrant aussi on sait que quand on travaille dans des conditions comme ça, les taux de mutation sont beaucoup plus rapides que dans la nature. Et donc la différence de 40 à 70 ans, ce qui se passe en 40 à 70 ans dans la nature, pourrait se passer en quelques années dans des conditions actives de sélection pour des virus qui poussent sur l'humain. Alors il y a un autre scandale qui est arrivé, vous en avez sans doute entendu parler, c'est que Luc Montagnier, il y a quelques mois, en avril, a fait des interviews sur différents médias et où il a affirmé que le virus de coronavirus contenait des morceaux de séquences qui avaient été insérés intentionnellement et qui étaient des morceaux de séquences du génome du HIV. Le HIV, le Human Immunodeficiency Virus, c'est le virus qui est responsable du sida, du syndrome immunodéficitaire acquis. Donc, Luc Montagnier, en fait, est quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel parce que
c'est son laboratoire qui a caractérisé, démontré que ce virus était le virus du sida et qui a caractérisé moléculairement ce virus HIV. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment qui a un poids médiatique important, c'est un prix Nobel pour le HIV. Alors à ce moment-là, en dépit de sa célébrité, tout de suite ça a été très contesté, non seulement par le monde scientifique mais aussi même par les journalistes, parce qu'il s'avère que Luc Montagnier depuis plusieurs années a régulièrement, ou sporadiquement, mais à plusieurs occasions, fait des déclarations médiatiques très surprenantes, sans disposer forcément de tous les arguments pour les soutenir. Et notamment, il a à un moment fait toute une campagne pour prétendre qu'il avait démontré qu'il y avait une mémoire de l'eau. Et les arguments qu'il a fournis pour ça n'étaient vraiment pas convaincants. Il a aussi soutenu que l'homéopathie fonctionnait grâce à cette mémoire de l'eau. Donc il a mené des campagnes comme ça à différents moments, et y compris aussi une très forte critique des vaccins, qui font qu'il s'est un petit peu qu'il a été un peu discrédité médiatiquement et dans la communauté scientifique. Alors évidemment, nous pensons que le fait qu'il soit très célèbre ou qu'il soit discrédité ou contesté, que ce soit quelqu'un de très polémique, c'est pas ça qu'il faut regarder. On s'est dit exactement la même chose que pour ce qui précède, regardons dans les données. Et donc on est allé écouter les arguments de Luc Montagnier. J'ai copié ici dans les diapos son interview, vous pouvez le lire, mais en gros, une chose importante, c'est que Montagnier n'a pas dit que ça avait été fait dans le but de nuire. Le journaliste lui a demandé, mais vous voulez dire que c'est du bioterrorisme? Et il a dit non, non, pas du tout, ce n'est pas du bioterrorisme. Je pense que ce qu'on a fait, c'est d'utiliser le génome de ce coronavirus comme un châssis pour mettre des petits bouts de séquence du sida et ainsi essayer de l'utiliser pour faire un vaccin contre le sida, pour susciter une réponse immunitaire contre le virus du sida. Et donc qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu un dérapage au cours de cette expérience, parce qu'évidemment, ce n'est pas très malin de mettre des morceaux de virus du sida dans un virus qui lui-même appartient à une famille extrêmement périlleuse, quoi. Donc là, il s'appuyait sur deux arguments. Il a cité le travail d'un mathématicien, un collègue mathématicien, Jean-Claude Pérez, qui a fouillé les moindres détails de la séquence, et une analyse de séquence génomique et protéomique qui a été produite par un laboratoire indien. Et, dit-il, il dit que ce laboratoire a été forcé de rétracter ses papiers. Il y a eu une pression qui a été faite sur eux pour qu'ils ne publient pas leurs résultats, enfin qu'ils retirent leurs résultats qu'ils avaient déposés sur un site de préprint. Alors en fait, on est allé regarder dans les résultats. Le résultat de l'équipe indienne des insertions bizarres ne sont pas très convaincants, et j'ai contacté cette équipe pour savoir si effectivement ils avaient subi des pressions, etc. Et ils m'ont dit que dès le moment où ils ont mis leur article sur ce site de préprint, il a été très critiqué par des collègues. Il n'y a pas eu de pression politique, c'est que des collègues ont dit mais votre argument, celui-ci, il ne tient pas parce qu'il vous manque tel élément d'argumentation. Ici, les séquences sont trop petites et donc ce n'est pas significatif, ça pourrait être dû au hasard. Et donc, il a reçu une série de critiques qui font qu'ils se sont dit il faut qu'on remette le pain sur la planche. Et donc, ils ont retiré leur article et ils travaillent à développer une argumentation plus étoffée. Alors, il faut savoir aussi que ces insertions, une chose assez intéressante, c'est que ces 4 insertions, elles ont des positions tout à fait particulières. J'ai représenté ici sur le même schéma que j'utilise depuis le début, ces 4 insertions. Et ce qui est intéressant, c'est de les projeter sur la structure tridimensionnelle. Et on voit qu'il y a 3 de ces insertions ici qui sont à la surface extérieure de la protéine, à la surface qui est exposée. Et ça, c'est très important parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est typiquement les endroits de la protéine que notre système immunitaire va pouvoir reconnaître. Et donc, c'est là-dessus que le système immunitaire construit les anticorps. Les anticorps vont être dirigés contre l'extérieur de la protéine, puisqu'ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur. Et donc, c'est des régions qui, de manière générale, sont assez variables chez les coronavirus, pour les raisons que je vous ai dites de pression sélective. Donc, sur l'argument de Jean-Claude Pérez. L'argument de Jean-Claude Pérez reposait sur une comparaison de séquences, comme je vous ai montré tout à l'heure, où il avait aligné 2 séquences. Vous vous souvenez du premier alignement que je vous ai montré. Et sur cet alignement, en fait, il montrait qu'il y avait, sur une longueur de 28 nucléotides, il y avait une correspondance de 25 nucléotides. Et puis, il y avait des différences aussi. Et lui, il dit, ça se ressemble furieusement, et donc, cette séquence, elle vient du génome du sida. Mais le problème, c'est que quand vous comparez 2 séquences très grandes, le génome du sida, il fait 10 kilobases, le génome du SARS-CoV-2, il en fait 30, des petits morceaux d'une trentaine de nucléotides où il y a 25 correspondances, on va en trouver par hasard.
En fait, nous, en bioinformatique, depuis 40 ans, ce qu'ont fait les bioinformaticiens, c'est que quand on fait des alignements de séquences comme ça et qu'on trouve des correspondances, on a des mesures pour tester à quel point c'est significatif. Et ces mesures-là, la mesure, elle indique que ce n'est pas significatif. Vous avez un score qui est plus grand que 1, alors que normalement, quand c'est significatif, on a des scores de 0,000001 ou des choses comme ça. Parfois, c'est 10 exposant moins 20, 10 exposant moins 100. Et lui, il a un score de 7. Et moi, ce que j'enseigne aux étudiants de deuxième licence en biologie depuis des années, c'est quand on a un alignement, on regarde le score qu'on appelle la E-valeur, l'espérance des faux positifs. Si c'est plus grand que 1, laissez tomber, il n'y a rien à voir. Et on peut le tester très simplement, ce qu'on a fait dans la revue, en prenant la même séquence, les deux séquences que lui a analysées, on en prend une et on mélange les lettres. Et quand on fait ça, on a un génome qui est un faux génome, c'est un génome aléatoire. Et quand on fait ça, j'ai fait un alignement entre le génome aléatoire et le génome de SARS-CoV-2 et on trouve des morceaux qui correspondent aussi bien, si pas mieux, des morceaux de la même taille, des petits morceaux comme ça, 30 vers de base, qui correspondent aussi bien. Donc c'est une démonstration empirique du fait que ce n'est pas du tout significatif. On prend n'importe quoi, on obtiendra la même chose. Donc pour le moment, ça ne veut pas dire que le génome est naturel ni qu'il est de laboratoire, simplement ça veut dire que ces arguments-là ne nous éclairent pas. Il y a un papier qui a fait beaucoup de bruit, donc celui-là il vient de sortir, il est sorti il y a 2 semaines, et c'est un article, là j'ai pris cette photo la semaine passée, le jour même où il est sorti, donc il n'est même pas sorti, c'est un article qui n'a pas été publié dans une revue avec comité de lecture. C'est un article qui a été déposé sur un site de préprint. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de plus en plus courant pour les scientifiques, surtout dans une optique de sciences ouvertes, de déposer des articles avant même de les soumettre aux journaux. Comme ça, on marque un jalon, on dit voilà, tel jour j'avais fini le travail, voici mes arguments, voici mes résultats. Et puis, en plus, les collègues peuvent faire des critiques et ça permet d'améliorer l'article avant de le soumettre aux journaux. Donc, les journaux voient ça d'un très bon œil parce que ça veut dire qu'il y a une pré-amélioration de l'article avant qu'il soit vraiment envoyé au journal et soumis à une analyse par des experts. Et il y a un article qui a été déposé comme ça il y a 2 semaines par une chercheuse chinoise qui s'appelle Li Mengyan et qui travaille dans un institut qui est l'institut de référence pour l'OMS concernant les épidémies virales et les dangers d'émergence. Et elle a fait savoir par des réseaux sociaux qu'en fait, elle avait des preuves que le virus a été construit, qu'il est d'origine synthétique. Elle a fait savoir ça, et puis elle est partie aux États-Unis, où elle vit aujourd'hui, et elle avait dit, quand j'arriverai aux États-Unis, je vais publier mes résultats qui démontrent l'origine artificielle du virus. Elle a publié ces résultats sur ce site de préprint, et maintenant, elle va essayer de les publier dans une revue avec référé, comité de lecture, mais le jour où elle l'a déposé, il y a eu des centaines de milliers de téléchargements. Et là, vous voyez ici qu'une semaine après, il y en avait 600 000. Donc cet article a eu un impact énorme, il a été lu énormément. Et justement, elle dit, dans le génome de SARS-CoV-2, je trouve des sites de restriction. Et là, elle en trouve un site ici, EcoR1, qui est vraiment la tarte à la crème de la biologie moléculaire. C'est le premier qu'on apprend dans les travaux pratiques de biologie moléculaire. Et puis un autre site d'une autre enzyme de restriction, BSTE. Et précisément, il tombe au début et à la fin de l'endroit où il y a une recombinaison. Donc elle dit, voilà une preuve qu'il y a eu du bricolage. Alors ce qu'il y a, c'est que nous ici aussi, on a fait un alignement, mais cette fois-ci un alignement multiple. Et si on prend ce site EcoR1, ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas uniquement présent chez SARS-CoV-2, mais aussi dans le génome de RAG13. Bon, mais ça, ce n'est pas forcément étonnant, puisque l'idée, c'est que... Enfin, son idée à elle, c'est d'ailleurs que c'est un autre génome qui a servi de châssis. Mais en fait, ce site EcoR1, on le trouve dans d'autres génomes, y compris le pangolin le plus proche, et la chauve-souris la plus proche. Donc ce que ça veut dire, c'est que rien n'est impossible en fait, mais ça veut dire que si c'est le cas, on a dû utiliser le même site et l'insérer d'une part dans les séquences du virus humain et d'autre part dans les séquences du virus de la chauve-souris et d'autre part dans les séquences du virus du pangolin. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi en mauve ici, c'est que dans les autres génomes, y compris tous les génomes qu'on a vraiment séquencés depuis longtemps, qui datent de bien avant l'émergence, on a presque la même séquence en fait. Il y a juste un nucléotide qui diffère, c'est-à-dire qu'ici, on a un A à la place d'avoir un T. Et donc, c'est typiquement, il n'y a rien, c'est pas comme si on avait inséré quelque chose de tout à fait nouveau là. C'est vraiment qu'il y a eu, vraisemblablement, une substitution d'un nucléotide qui a fait qu'il y a un site qui pourrait être reconnu par EcoR1. Mais dans l'ensemble du génome, il y a 9 autres endroits où il y a des sites EcoR1. Parce que c'est un site de 6 paires de bases, comme je vous l'ai dit, ça se trouve partout. Et on observe à peu près la même chose pour l'autre site, BSTE2. Bon, il est présent aussi dans les 3 génomes en question.
mais qui sont les plus proches du SARS-CoV-2, mais il est aussi présent dans d'autres génomes de la lignée des SARS-CoV, enfin des coronavirus, bêta-coronavirus. Donc l'argument n'est pas vraiment convaincant. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade? Pas grand-chose, en fait, c'est assez décevant, puisque je vous avais dit qu'on allait, investiguer 2 hypothèses. À ce stade, ce qu'on pense avec les collègues qui ont mené cette étude, c'est qu'on n'a pas des arguments complètement incontournables, convaincants, ni pour démontrer que l'origine est naturelle. Enfin, quand je dis on n'a pas, c'est que dans la littérature et dans notre propre travail, on ne trouve aucun argument qui permette vraiment de statuer. C'est-à-dire que tout ce qu'on observe pourrait s'expliquer soit par une origine naturelle, soit par un travail de laboratoire. Et on ne va pas épiloguer là-dessus parce que ça demande vraiment d'entrer dans les détails techniques, mais vraiment chacune des choses qu'on observe pourrait s'expliquer de l'une ou l'autre manière. Pour les hypothèses de Montagnier, il faut quand même un petit peu creuser parce que ce que ça voudrait dire aussi, c'est que eux, ils ont regardé uniquement le génome de SARS-CoV-2, mais en fait, les insertions en question, enfin, ils ont comparé, ils n'ont pas fait une analyse très détaillée du point de vue phylogénétique, mais les insertions qu'on retrouve, on les trouve non seulement chez SARS-CoV-2, mais aussi chacune de ces insertions, on les trouve à des endroits différents dans la phylogénie. Il y en a une qui est propre à l'humain, il y en a une qu'on trouve chez l'ensemble des virus de la famille des SARS-CoV-2, de ceux de chauve-souris et de pangolins. Il y en a dont on trouve des formes différentes chez les pangolins et les chauves-souris éloignés et chez les génomes très proches. Et donc on a chaque fois l'impression qu'on a eu des insertions qui sont arrivées à des moments évolutifs différents. Par contre, une autre possibilité, ce serait que toutes ces insertions résultent de biologie moléculaire dans des virus qu'on a cultivés en laboratoire. Mais là, il faudrait quand même commencer à imaginer des choses assez lourdes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des virus qui sortent du labo de Wuhan. Il y en a qui sortent de différents laboratoires. Donc il faudrait que tous ces laboratoires s'amusent à faire des insertions dans les génomes de pangolins, de chauves-souris, et puis qu'il y en ait une qui se soit échappée. C'est peu vraisemblable. Donc pour chacun de ces arguments-là, enfin, ils ne sont pas tous du même poids, mais en tout cas, à mon avis, on ne peut pas conclure. Mais du coup, il y a 2 choses, à mon avis, qu'il faut faire. C'est qu'il faut continuer à poser cette question parce qu'on peut maintenant imaginer la manière dont on peut glaner les informations qui nous manquent. Et pour glaner ces informations qui nous manquent, tout va dépendre de l'hypothèse qu'on veut tester. S'il s'agit d'une zoonose récente d'origine naturelle, il faut absolument qu'on retourne dans la nature ou dans les élevages, pas seulement les zones naturelles. D'ailleurs, tous les endroits où il y a des animaux qui côtoient l'homme, des animaux qui portent éventuellement des coronavirus, et qu'on fasse de l'échantillonnage le plus intense possible pour trouver d'où sort ce virus. Si on pense par contre, c'est une hypothèse qui a été émise, que le virus SARS-CoV-2 aujourd'hui, j'en ai pas encore parlé, mais qu'au moment où il y a eu une contamination précédente avec un virus, coronavirus, qui était relativement toxique, mais pas, enfin, qui n'était pas aussi pathogène que le SARS ou le MERS ou le SARS-CoV-2, mais qu'il a circulé, ce virus a circulé dans les populations humaines qui provoquaient des pneumonies. Il circulait, disons, à bas bruit, comme on dit, donc sans faire trop de catastrophes, et puis que progressivement il a évolué, qu'il a acquis ses insertions, et puis à un moment il y a eu une insertion en plus qui a suscité l'apparition de ce site furine, qui est unique à l'humain, et que c'est ça qui l'a transformé en ce virus extrêmement dangereux qu'on connaît aujourd'hui. Si on pense que c'est ça qui a pu se passer, ce qu'il faut faire, c'est aller en Chine, retrouver chez tous les gens qui ont eu des pneumonies atypiques, si on a des échantillons, des gens qui ont eu ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, collecter les échantillons, extraire les virus et séquencer ces virus. Et la troisième hypothèse, si on pense que le virus a été développé en laboratoire, la seule solution, c'est d'aller dans le laboratoire et de voir les cahiers de labo, de voir tout ce qui s'est fait dans le laboratoire et que ce soit une commission internationale qui le fasse. Évidemment, chacune de ces 3 hypothèses, pour pouvoir la tester, il faut qu'il y ait une collaboration du gouvernement chinois et des laboratoires chinois. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. On peut prendre des questions et puis discuter. Alors moi j'ai une question par rapport aux sites de restriction, parce que la plupart des scientifiques que vous avez cités s'appuient sur la présence de ces sites comme d'éventuelles preuves de manipulation. Et en fait, c'est quoi le lien entre, je vois pas trop le lien entre présence de ces sites et des éventuelles traces de manipulation. Là, je pense que je vais laisser la parole à Étienne, puisque je pense que c'est une question pour le biologiste moléculaire, ça. Pour répondre à ta question,
Enfin, quand on fait de la biologie moléculaire, par exemple, quand on veut essayer de changer le domaine RBD, donc on a parlé, le domaine de liaison au récepteur, ce que font les biologistes moléculaires classiquement, ils vont insérer dans le virus un site de restriction qui va être unique en amont et en aval la partie qu'ils veulent remplacer, de manière à pouvoir faire un petit peu comme sur un ordinateur, on fait copier-coller d'une séquence, vous voyez, ben on va faire la même chose, on va couper avec les deux enzymes, ça va nous permettre de découper le morceau qui nous intéresse, et on va pouvoir recoller un morceau qui vient d'un autre virus, par exemple, qu'on a recoupé avec les deux mêmes enzymes. Donc ça, on peut les construire facilement. Donc c'est des outils classiques en biologie, quand on veut justement faire des modifications des génomes, on fait ce qu'on appelle des cassettes dans les zones qu'on veut remplacer, c'est-à-dire qu'on met deux enzymes de restriction, et ce qui va pouvoir permettre de remplacer facilement à façon, de manière très aisée. On va pouvoir mettre différents RBD dans une construction pour, par exemple, optimiser, trouver le domaine qui va être le meilleur pour que le virus rentre bien dans une cellule. Et donc ça, c'est des techniques tout à fait classiques de la biologie moléculaire qu'utilisent les virologistes, mais également d'autres biologistes, donc, pour le clonage. Donc c'est en général une trace, effectivement, enfin, avec les anciens outils de la biologie moléculaire, c'est considéré comme des traces de manipulation génétique. Et donc comme Jacques l'a bien dit, hein, la difficulté, c'est que sur un génome de 30 kilobases, eh bien, en fait, il n'y a pas une seule enzyme écohérente, il y en a plusieurs. Donc il faut imaginer probablement qu'ils ont ce qu'on fait classiquement, parce que c'est très difficile d'avoir sur un génome aussi long seulement une fois une enzyme de restriction qui va apparaître. Donc en général, ce qu'on fait, c'est soit on modifie tout le génome pour faire disparaître dans le génome chaque fois qu'il y avait écohérent pour n'en garder qu'une seule, pour faciliter les manipulations, ou alors parfois on passe par des systèmes intermédiaires où on travaille sur des petits bouts dans lesquels on fait les modifications et on réinsère avec les méthodes que je vous avais montrées à la première séance de recombinaison. Et donc, il y a différentes techniques, mais donc typiquement, c'est en tout cas clairement ça peut être des traces d'ingénierie et de manipulation des génomes. Mais c'est très difficile a posteriori de dire parce qu'on voit ça que ça a été une manipulation. Si ça avait été unique, par contre, là, ça aurait été beaucoup plus convaincant. C'est une question naïve. J'ai vu qu'il y avait 29 889 nucléotides, là. C'était au tout début de l'exposé, et j'ai cru comprendre que c'était sur le génome complet qui faisait 30 mm quand vous l'avez sorti de la cellule. Comment on fait pour trouver la suite des A, B, C, A, B, D, enfin, tous les noms? Quelle est la forme? Enfin, je veux dire, en chimie, on arrive à faire des expériences de chimie, on arrive à reconnaître fer, cuivre, carbone, hydrogène, on se débrouille avec ça, c'est assez simple. Je veux dire, mais on le fait sur des molécules assez simples, je veux dire, 10, 20 atomes, 30. Mais là, comment on fait pour arriver à lire ce truc, quoi. Parce que ce sont des molécules qui ont chacune C, c'est cytosine, tout ça, qui ont une vingtaine d'atomes dedans, 30 atomes, hein, je ne sais pas combien à peu près. Et vous arrivez à les combiner, quoi. Enfin, vous arrivez à lire cette combinaison, quoi. C'est ça, comment vous faites pour arriver à lire cette combinaison? Ouais. Alors, il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a deux grandes familles de méthodes. La première méthode, elle permet de faire le séquençage d'un fragment de 100 à 200 paires de bases, mais pas plus. Et donc, on divise le problème en coupant l'ADN en morceaux, avec des enzymes de restriction d'ailleurs. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on séquence les différents morceaux et puis on les réassemble. Et le séquençage d'un de ces morceaux, on le fait avec d'autres enzymes qui sont des nucléases, donc qui coupent l'ADN. Et il y a des nucléases qui coupent spécifiquement après un A, et d'autres après un T, d'autres après un C et d'autres après un G. Donc, on a les 4 enzymes. Et en faisant ça, on obtient des fragments qui ont des tailles progressivement de plus en plus longues. Et puis on les fait migrer sur un gel. Et selon la longueur du fragment, ils vont migrer plus ou moins loin. Et comme on sait pour chacun de ces fragments si la dernière lettre est un A, un C, un T ou un G, eh bien, ils vont s'étager en fonction de leur longueur et on pourra retracer la séquence en regardant sur un gel où on aura des bandes noires dans 4 colonnes. Une colonne pour les A, des pistes, on appelle ça 4 pistes, une pour les A, C, G, T. Avec l'avènement de la génomique, dans le début des années 2000, on a robotisé, on a automatisé tout ça par robotisation. Et puis en 2007, il y a eu une révolution technologique. Ce n'est pas une révolution scientifique, hein, on n'a pas changé de paradigme, on a fait une révolution technologique qui fait qu'on a eu la capacité de séquencer des coûts qui se sont écroulés, des volumes de séquences beaucoup plus grands. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais oui, il y a différentes techniques.
Il y en a une qu'on a utilisée pendant 40 ans. Et puis, depuis 2007, on a vraiment explosé la capacité de séquencer, à un point tel que les bases de données n'arrivent plus à suivre. On séquence plus vite que l'augmentation de la capacité des ordinateurs. Et c'est ça qui a permis aussi une grosse différence entre ce qui s'est passé en 2002-2003, où il y a eu l'émergence de SARS et où on a mis plusieurs mois à obtenir la séquence du virus, et aujourd'hui où, dès les premiers mois, on a séquencé les virus de tous les patients, et puis où on a des réseaux, je montrerai la fois prochaine, on peut vraiment retracer la propagation du virus dans la population humaine et les mutations individuelles, et savoir comment elles se sont accumulées, etc. Et là, on dit qu'il y a des mutants en ce moment. Quand il y a des mutants, par rapport, on arrive à reconnaître une filiation donc avec entre guillemets, la souche mère. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. On arrive à reconnaître ça, qu'il y a une filiation entre les mutants et l'originel. Effectivement, c'est la partie que j'ai un petit peu raccourcie parce que j'avais été trop long sur le début. Donc je vais peut-être. Et de fait, c'est toujours comme ça quand on se dit oups. Je vais sauter ça, après ça fait un trou dans l'exposé, et donc je suis très content que vous posiez la question. Parce que je ne vous ai pas dit comment on inférait les arbres phylogénétiques à partir des séquences. Donc on va partir en fait de ce qu'on appelle des alignements multiples, comme ceci par exemple. Donc c'est un petit bout d'alignement multiple. Et là vous voyez, donc, pour inférer une histoire évolutive, on part d'un alignement où il y a plusieurs séquences d'espèces différentes, et puis ce qu'on va faire c'est de compter toutes les différences entre chaque paire de séquences. Il y a plusieurs méthodes qui existent, c'est tout un domaine de la biologie évolutive, donc il y a des méthodes très différentes, parfois elles donnent des résultats différents, parfois elles donnent les mêmes résultats, et donc généralement on essaye 2-3 méthodes, on compare, et si on a les mêmes résultats, on se dit qu'on a un résultat robuste. Mais le principe est toujours le même, c'est qu'on va calculer entre chaque paire de séquences les différences, et on va supposer qu'on est dans un modèle où en fait les mutations s'accumulent au fil du temps. Ça, c'est un peu le modèle sous-jacent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que les espèces qui sont les plus proches sont celles où il y a le moins de différence. Donc, on va dessiner un arbre phylogénétique que vous voyez ici. Donc, dans cet arbre-ci, chaque texte ici correspond à l'identifiant d'un génome. Vous avez en rouge le génome de SARS-CoV-2. En orange, vous avez le génome de RADG13. Et ici, vous avez des génomes de pangolins qui sont très proches de SARS-CoV-2. Et ça, c'est parce que j'ai pris un morceau particulier du domaine RBD autour de l'insertion 2, mais où il y a aussi une proximité du pangolin. C'est une de ces régions où le génome du pangolin est le plus proche. Et donc, en fait, en regardant ce qui se ressemble le plus, on va générer un arbre ici. Par analogie, on va dire que ceci est un arbre. Alors évidemment, c'est un drôle d'arbre parce je l'ai dessiné horizontalement, mais pour le dessiner verticalement. Donc c'est un arbre évolutif. L'endroit où il y a des étiquettes, là, des noms d'espèces, c'est ce qu'on va appeler les feuilles de l'arbre, c'est-à-dire c'est les séquences dont on dispose aujourd'hui. Et l'idée, c'est que chacune de ces molécules, en fait, elle résulte d'une molécule ancestrale commune. Chaque paire de molécules a une histoire évolutive, elles se ressemblent parce qu'elles dérivent d'une molécule ancestrale. Et donc ici, on pense que tous ces génomes résultent d'un génome ancestral commun, et il y a eu une première divergence entre ce groupe-ci et ce groupe-ci, qu'on voit ici en fait. Vous voyez, en mauve ici, vous avez tous ceux qui appartiennent en fait au groupe de SARS-CoV-2, et tous les autres, ils appartiennent au groupe de SARS-CoV. Sauf celui-ci, c'est un cas tout à fait particulier. Non, les autres, c'est des SARS-CoV. De la première vague, de 2003-2004. Donc on voit très bien ici qu'on a vraiment deux branches différentes et que ce SARS-CoV-2 et le génome de pangolin et le génome de chauve-souris les plus proches, ils appartiennent vraiment à une branche évolutive différente des SARS-CoV qu'on connaissait jusqu'alors. Voilà, ça c'est le principe. Alors il y a des chiffres qui apparaissent sur ces branchements. Donc chaque branchement correspond à une divergence évolutive, à une spéciation, une séparation entre deux espèces de virus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pour s'assurer que les résultats sont robustes, on refait les mêmes analyses, mais en prenant chaque fois un sous-ensemble de l'alignement. Et quand il y a 100%, ça veut dire que même si on prend des petits fragments de l'alignement, on tombe toujours sur la même bifurcation. Par contre, il y a des branches qui sont peu fiables, c'est celle-ci. Là, il y a 45%. Ça veut dire qu'ici, on n'est pas très sûr si les branchements sont passés dans cet ordre-là, ou si le premier branchement était un autre. Donc, parmi ces trois-là, il y a encore une ambiguïté. On peut dire que ce n'est pas très bien résolu. Donc c'est des méthodes qui sont vraiment bien éprouvées
Et là, à partir de là, on peut créer un arbre phylogénétique des espèces. Donc là, c'est un arbre qu'on a fait avec les génomes complets. Et on voit ici quelques-uns de ces génomes qui donnent des rhumes, des génomes de coronavirus éloignés de SARS et qui donnaient des rhumes, etc. Et puis ici, on a 3 branchements qui correspondent d'une part au MERS, donc ça c'est le coronavirus qui avait fait une pandémie en 2012 et dont le chameau était l'hôte intermédiaire. Et ici, on voit très bien en fait que l'espèce de virus la plus proche qu'on a du génome du virus humain, c'est un virus de chameau, que Étienne avait montré ce schéma la semaine passée. Et puis ensuite, il y a tout le reste, tout cette branchement-ci, qui eux-mêmes se subdivisent en 2 branches, une branche avec tous les SARS et les génomes donc, de chauve-souris, et le génome de la civette, le CV ici, qui est la civette, qui était, on pense, l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain dans l'émergence de 2002-2003. Et il y a ce branchement tout à fait nouveau, avec des génomes de chauve-souris, avec des génomes de pangolin et des génomes humains, enfin des génomes de virus humains, de pangolin et de chauve-souris, et qui correspond à l'émergence de 2019. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais il y a un autre génome encore plus proche que RATG13, qui a été publié par une autre équipe chinoise, et donc, qui s'appelle RMYN02, et celui qui est en orange ici. Et en fait, ce génome-là, il a été constitué en allant faire maintenant des échantillonnages. Plus précisément, c'est une équipe qui avait fait des échantillonnages dans la région de Yunnan, et ils avaient fait ces échantillonnages en 2019, avant qu'il y ait la pandémie. Ils avaient fait ces échantillonnages parce qu'ils travaillent là, et c'est leur boulot de faire ces échantillonnages. Et donc, début 2020, quand il y a eu la pandémie, ils ont séquencé tout ce qu'ils avaient, et puis ils ont trouvé qu'il y avait un génome de chauve-souris qui ressemble encore plus à celui au génome humain que RATG13, sauf, et c'est là que ça devient intéressant de regarder non plus le génome entier, mais les morceaux séparés, sauf que dans la région de la protéine spike et du RBD, ce génome-là de chauve-souris, il est beaucoup plus éloigné de l'humain que le RATG13. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est que quand on fait ces inférences phylogénétiques, on peut plus se contenter de regarder l'histoire évolutive de l'ensemble du génome. Donc ici, c'est une analyse qui a été faite aussi par d'autres auteurs, mais nous, on a essayé de tout reproduire et on tombe sur les mêmes résultats. Donc, on voit ici le génome complet. Et ce qu'on a fait, c'est d'inférer des arbres phylogénétiques à partir de cet énorme gène ORF1AB qui représente 2/3 du génome. Et là, on a un arbre évolutif où, effectivement, on retrouve la proximité entre RATG13 et puis cette souche-là de chauve-souris qui a été échantillonnée à Yunnan et le SARS-CoV-2. Ici, on a fait un arbre phylogénétique de la séquence 2S1, la protéine spike. Et ce qu'on voit, c'est que l'arbre ressemble du point de vue de la proximité, sauf que cette fameuse souche RMNYN qui a été échantillonnée au mois d'avril-mai 2019 à Yunnan, elle est très très éloignée de toutes les autres. Et donc là, c'est un endroit où il y a eu la recombinaison justement, et elle n'a pas participé à cette recombinaison, alors que les virus de pangolin et RATG13 ont participé, enfin, elles descendent de cette recombinaison. Et puis encore un autre endroit, on prend un zoom sur le domaine de liaison au récepteur, qui est le morceau du gène qui permet à la protéine de s'attacher au récepteur. Et là, on voit aussi qu'on a un arbre un peu différent. Et donc les auteurs de cet article-là disent, notre article démontre en fait qu'il y a des recombinaisons qui se passent dans les populations de chauves-souris, dans la province de Yunnan, dans les grottes de Yunnan. Il y a tout un morceau du génome qui ressemble furieusement entre RATG13 et notre génome de RMYN. Et puis il y a un endroit où ça ne ressemble pas du tout. Et donc on a retrouvé dans la nature, chez les chauves-souris, une trace de cette fameuse recombinaison qui fait qu'un domaine RBD qui n'était pas du tout efficace pour se lier à l'humain a été remplacé par un autre qui est plus proche de celui de SARS-CoV-2. Alors il y a un problème méthodologique quand même, c'est que ce génome-là, pour des raisons compréhensibles, mais en fait il a été assemblé à partir d'un mélange d'échantillons. C'est-à-dire qu'ils ont échantillonné 220 chauves-souris de différentes espèces et puis ils ont rassemblé, ils ont fait ce qu'on appelle du pooling. Donc ils ont rassemblé des échantillons de la même espèce de chauve-souris qui avait été prélevée au même endroit. Et donc là, ce génome-là a été fait à partir d'un mélange de 11 échantillons fécaux de chauves-souris différentes. Ce qui fait que si la question est d'étudier les recombinaisons, on ne peut pas savoir si de fait ceci correspond à un seul génome qui a été assemblé, ou bien, puisque je vous ai dit qu'on assemble les génomes à partir de petits fragments,
s'ils n'ont pas artificiellement fait quelque chose qui ressemble à une recombinaison, parce qu'ils avaient une chauve-souris qui avait un virus et une autre chauve-souris qui avait un autre virus. Et donc ce travail-là est aussi à interpréter avec précaution. Tout est un peu compliqué là-dedans. J'ai une question parce que donc la reproduction des virus est quand même assez éloignée de la reproduction sexuée des eucaryotes multicellulaires. Est-ce que vous avez des outils spéciaux quand vous refaites la phylogénie là, en vous basant sur les mutations, les recombinaisons? Ou est-ce que vous utilisez les mêmes outils qui ont été déjà utilisés? Et sinon, est-ce que ça ne peut pas vous amener à des conclusions erronées parce que vous faites des suppositions qui sont moins pertinentes dans ce cas-là? Les deux. Alors, les outils sont les mêmes, c'est-à-dire les approches, par exemple, d'alignement, d'inférence phylogénétique sont les mêmes. Par contre, dans chacune de ces approches, on doit choisir des paramètres. Et des paramètres qui dépendent d'un modèle évolutif, notamment d'un modèle sur l'évolution, sur les taux de mutation, la rapidité des mutations, et sur les fréquences relatives des différents types de mutations. Et donc, le choix d'un modèle quand on fait une approche phylogénétique est vraiment extrêmement importante. Et c'est là donc que Didier Kazan nous a donné un coup de main pour faire des choix qui soient pertinents pour les virus. Un autre exemple, c'est les profils de pourcentage de positions identiques que j'ai montré là. Ces profils-là, en fait, on les utilise sans arrêt dans le domaine de la virologie parce qu'on veut détecter les recombinaisons et puis trouver les souches virales les plus proches. C'est un outil qui n'est pas tellement utilisé dans les autres domaines de la biologie évolutive où généralement on va plutôt utiliser des représentations arborées comme celle-là. Donc oui, il y a des outils un peu spécifiques, mais on travaille toujours de toute façon sur la même base parce que même si les mécanismes moléculaires sont différents, on est quand même dans le vivant avec le même code, avec le même type de molécules support de l'information qui est l'ARN ou l'ADN. Donc oui, il y a un peu des deux. On travaille avec les mêmes outils de base, mais on les ajuste, vraiment un ajustement pour tenir compte des particularités de l'évolution des virus. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc ma question c'est, s'il faut 40 ans donc, pour passer d'un virus aussi lointain que celui de la chauve-souris de Wuhan à celui de l'humain, est-ce que ça veut dire qu'il a fallu minimum 20 ans à partir d'un ancêtre commun pour produire à la fois le virus actuel de la chauve-souris la plus proche et de l'humain? Et est-ce qu'il y a une différence de rapidité d'évolution si le virus a été présent mais sans virulence dans la population humaine pendant quelques années, comme tu avais dit que ça pouvait être le cas? Sur la première partie de la question, effectivement, c'est un peu l'idée, c'est que quand on calcule les temps de divergence évolutive, il faut remonter à l'ancêtre commun, donc sur l'arbre qu'on a ici. Effectivement, si on veut calculer la distance, quand on compte le nombre de mutations qu'il y a entre deux génomes, mais on va s'arranger pour que la somme des branches horizontales, donc par exemple si je prends ici le RMYN et les BAT ZC45, qui sont deux génomes de virus qui s'attaquent à des chauves-souris, c'est la distance horizontale, la somme des deux branches horizontales qu'on va essayer d'adapter pour qu'elles correspondent au nombre de différences. Alors, il y a quand même dans ta question quelque chose, ça soulève une des grosses difficultés de l'inférence phylogénétique, c'est que tous les génomes qu'on voit ici, ils ont été séquencés en même temps. C'est des génomes de virus actuels, enfin à quelques années près. Il y en a certains qui datent de 2002, d'autres de 2012, 2020. Mais en fait, on voit que toutes les branches ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est parce que les taux de mutation peuvent varier entre différentes branches des arbres phylogénétiques. Donc là, il y a un très bon article de Didier Kazan, justement, qui a été publié dans Médecine Science il y a quelques années et que j'utilise dans tous mes cours de phylogénie moléculaire pour montrer que selon la question qu'on veut poser, on va utiliser des arbres qui reflètent des choses différentes. Et notamment, il y a une grande différence entre un arbre phylogénétique comme celui du bas, le chronogramme, où la longueur des branches est censée représenter réellement le temps, en nombre d'années, ou en nombre généralement de millions d'années, ou de milliers ou de millions d'années, selon l'étendue phylogénétique du phénomène qu'on étudie. Si on étudie la divergence, la spéciation des mammifères, on va remonter à 60 millions d'années.
Si on étudie les différences entre des mammifères et des poissons, on va remonter peut-être à 500, enfin, ou à 200 millions d'années, 300 millions d'années. Donc là, l'axe vertical, dans ce cas-ci, représente le temps. Bon, moi j'ai remontré des arbres horizontaux, donc c'est l'axe horizontal qui représente. Alors justement, chez moi, ça ne représente pas le temps. L'autre possibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle un phylogramme. Et là, vous voyez que les feuilles ne sont pas alignées, même si c'est toutes des espèces contemporaines, elles ne sont pas alignées, parce que ce qu'on compte, c'est le nombre de mutations, tout simplement. Et donc la longueur des branches est proportionnelle à la divergence évolutive. Donc dans le cas du bas, on va supposer qu'on a ce qu'on appelle une horloge moléculaire, c'est-à-dire que les taux de mutation sont plus ou moins les mêmes dans toutes les espèces. Et dans l'autre cas, on peut imaginer qu'il y a certaines branches qui mutent plus facilement pour différentes raisons, soit environnementales, qui sont soumises à des mutations plus fréquentes, soit biologiques, parce qu'il y a une sélection qui opère différemment et qui va avoir un effet soit stabilisateur, soit au contraire de laisser la place à des mutations qui vont être plus fréquemment viables. Alors, ça répond à la première question? Oui, merci. Et la seconde, j'ai oublié. Du coup, c'est probablement le cas, mais est-ce que du coup ça change la vitesse de mutation si le virus est déjà dans la population humaine oui. Alors absolument, et ça c'est un argument que je vais développer à la 4e séance. C'est un des arguments cruciaux actuellement. Donc il y a une chercheuse, Chan, qui a publié un article où elle dit le taux de mutation qu'on observe aujourd'hui dans SARS-CoV-2, dans la propagation de la population humaine, en fait il n'est pas très élevé. Or quand on a une zoonose, juste après la zoonose, il y a toute une phase d'adaptation entre le nouveau virus et son nouvel hôte, enfin l'ancien virus et son nouvel hôte. Et cette phase d'adaptation résulte en mutations un peu plus fréquentes. Donc au début, on a des mutations très fréquentes. Et puis avec le temps, le taux de mutation diminue progressivement. Et ça se stabilise, mais on a toujours des mutations. Mais ça se stabilise à un rythme plus bas. Or, dans SARS-CoV-2, ce qu'on observe, c'est que le taux de mutation il est plus ou moins constant dans toutes les séquences qu'on a depuis le début. Et donc elle dit, c'est un argument, évidemment c'est un argument un peu indirect, mais c'est un argument pour dire que ce virus était déjà adapté à l'espèce humaine avant qu'on ne commence... avant novembre-décembre 2019. Ce qui peut vouloir dire différentes choses, soit qu'il a été adapté parce qu'il était cultivé sur des cellules en laboratoire, soit qu'il a été adapté parce qu'il circulait déjà dans la population humaine, mais en n'étant pas aussi toxique, et qu'une mutation de plus a fait qu'il est devenu vraiment le virus qu'il est aujourd'hui. Donc ces deux hypothèses-là restent ouvertes, même en tenant compte de l'argument de Chan. Donc on reprendra jeudi prochain avec l'exposé de Martin qui va nous inviter à réfléchir sur les probabilités conditionnelles et sur les deux types différents de raisonnements probabilistes, bayésiens et fréquentistes. Mais justement, ça va poser des questions très simples et c'est celles en fait qui ont été posées la semaine passée. C'est-à-dire quand on parle de taux d'incidence, en fait, ou de taux de mortalité ou de taux de létalité, on compare chaque fois deux nombres et ces nombres-là, d'une part, ce n'est pas les mêmes, donc expliquer qu'est-ce qu'on compare et qu'est-ce qu'on mesure vraiment. Et puis souvent, ces nombres-là, on sait très bien ce qu'on aimerait pouvoir faire pour les estimer correctement. On voudrait savoir dans l'ensemble de la population française qui est infecté, qui ne l'est pas, qui est malade, qui ne l'est pas, qui meurt et qui ne meurt pas. Cette dernière chose, on peut le savoir, et encore, qui meurt à cause du virus ou qui meurt à cause d'autre chose ou ne meurt pas. Et évidemment, on est dans la vraie vie où on ne peut pas faire ça, donc il faut qu'on trouve d'autres manières de poser ces questions-là. Donc c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous donner un petit dictionnaire pour s'y retrouver dans tous ces termes dont on vous inonde à longueur de temps, et puis donc mettre un peu d'ordre dans ces données chiffrées ahurissantes. Et puis je vais peut-être vous montrer que parfois les mathématiques et la statistique, ça peut être rassurant. En tout cas, c'est éclairant, j'espère. Voilà, merci. Bien, merci et à la semaine prochaine.